Bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures, on va donc démarrer tranquillement. Je vais attendre encore quelques secondes d'avoir un petit peu plus de gens connectés, donc on va se lancer. On va s'intéresser à un certain nombre de processus qui sont absolument fondamentaux, essentiels en thermodynamique, en énergétique de façon générale, c'est les compressions et détentes des gaz. Donc j'aurai l'occasion de revenir dessus lors des différentes explications ultérieures, notamment lors des TD et puis même lors des cours, lorsqu'on parlera des applications. Je ne connais pas, j'ai beau chercher, je ne vois pas d'application pratique thermodynamique dans lesquelles il n'y a pas au moins une compression ou une détente. C'est absolument omniprésent. Il y en a dans les voitures, il y en a dans vos frigos, il y en a dans énormément de choses. Voilà, on passe beaucoup de temps à comprimer et à détendre des gaz pour des raisons énergétiques que je réexpliquerai par la suite. Donc évidemment, ça nécessitait de pouvoir de revenir un petit peu sur ces explications-là, hein, ça. Donc je vous présente quand même le sommaire d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par les modèles de gaz, donc la loi d'état, je vais revenir évidemment sur ce que c'est qu'une loi d'état, sur ce que c'est que la loi d'état du gaz parfait. Et ensuite, à partir de là, je passerai sur les processus de compression et détente des gaz. Donc je vous expliquerai un petit peu les bases. Il y a certaines démonstrations sur lesquelles j'irai très vite, parce que c'est pas forcément l'objet, et puis j'espère avoir l'occasion de refaire des vidéos pour expliquer ça un petit peu plus tard. Donc je voudrais juste surtout expliquer les grandes lignes, l'essentiel de ce qu'il y a à retenir sur ces phénomènes de compression-détente. Donc, on va déjà commencer par quelque chose d'assez basique, mais c'est quand même c'est important de démarrer par là. Qu'est-ce que c'est qu'une compression et une détente du strict point de vue physique et puis aussi du strict point de vue pratique applicatif? Lorsqu'on parle de comprimer un gaz, donc la compression d'un gaz, ça consiste à enfermer une quantité relativement importante de matière à l'intérieur d'un volume donné. D'accord? Donc, en fait, quand on veut augmenter la pression, ce qu'on fait, c'est qu'on veut surtout augmenter la masse volumique. On veut surtout augmenter la masse de gaz qui est contenue à l'intérieur d'un certain volume, parce que cette masse de gaz, lorsqu'elle est enfermée et qu'elle crée sur les parois qui l'entourent une pression plus importante que la pression ambiante, et bien quelque part, ça nous donne une réserve d'énergie. Donc c'est un petit peu ça. Le stockage de gaz, la compression de gaz, c'est souvent ça. On comprime, donc on augmente la densité, la masse volumique, donc on augmente la masse de gaz qui est contenue à l'intérieur d'un volume donné, et l'augmentation de cette masse de gaz produit une augmentation de la pression, donc de la force qui s'applique sur les parois qui entourent le gaz. Je reviendrai sur ce concept-là, mais c'est vraiment fondamental. Qu'est-ce que c'est que la pression? La pression, c'est la force que créent les molécules de gaz lorsqu'elles viennent rebondir sur les parois du réservoir dans lequel le gaz est enfermé. Et du coup, on peut stocker cette énergie-là parce qu'on veut la récupérer plus tard. Alors, comment est-ce qu'on peut la récupérer plus tard? Ben, via un système cylindre-piston, par exemple, où là, vous comprimez, vous stockez votre gaz, et puis à partir du moment où vous stockez votre gaz, vous lui faites faire un certain nombre de transformations si nécessaire. Et puis ensuite, ce que vous allez laisser, par exemple, le gaz pousser le piston, vous allez laisser développer du travail à partir de sa pression haute, et là, vous allez récupérer l'énergie. Donc fondamentalement, c'est ça, ça couvre à peu près toutes les applications. Maintenant, en fonction des applications qu'on va considérer, on aura besoin dans certaines d'augmenter aussi la température et dans d'autres pas forcément. Et puis, en fonction de ces applications-là, eh bien, on va avoir des durées de stockage qui pourraient être plus ou moins longues, plus ou moins courtes, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc les premiers exemples peut-être qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle pardon, de compression de gaz, c'est évidemment tout ce qui est réseau d'air comprimé, stockage en bouteille. Il y a aussi quelque chose qui existe, peut-être que vous connaissez déjà, c'est le stockage d'énergie sous forme d'air comprimé. Donc c'est plutôt énergie, mais très grosse quantité d'énergie, hein. C'est souvent désigné par l'acronyme anglais CAES pour Compressed Air Energy Storage. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à comprimer du gaz et à le garder pendant une durée relativement importante à l'intérieur d'un réservoir, avec une pression évidemment plus haute que la pression extérieure. Donc dans ces cas-là, on n'a pas nécessairement besoin, voire on n'a pas du tout besoin d'augmenter la température du gaz. Tout ce qu'on veut, c'est arriver à le stocker à haute densité à l'intérieur d'un volume donné. Donc ça recouvre une partie des applications. Et puis il y a d'autres applications qui sont peut-être moins évidentes, mais dans lesquelles on a aussi besoin de comprimer des gaz. Et là, pour le coup, on a aussi besoin d'augmenter la température. Sauf que ce stockage d'énergie se fait généralement sur des durées beaucoup plus brèves, voire extrêmement brèves. C'est ce qu'on voit par exemple dans les moteurs à combustion interne. D'accord? Donc l'idée, c'est que dans ces systèmes-là, et je vais terminer juste avec un exemple peut-être un petit peu plus clair, justement dans le domaine des moteurs à combustion interne, ce qu'on appelle un moteur diesel. Donc ça, je reviendrai sur ces explications-là après, plus tard, vous inquiétez pas. Ou alors ce qu'on appelle plus techniquement un moteur à allumage par compression. Eh bien l'idée, c'est que on va augmenter la température, on va augmenter la pression du gaz, et on va aussi augmenter sa température. Et en fait, l'idée, c'est que quand on le comprime, on le chauffe et on le chauffe jusqu'à un niveau de température qui fait que quand on injecte du carburant à l'intérieur de ce gaz, il s'enflamme automatiquement. Donc ça veut dire que
la compression dans un moteur comme ça, si elle ne va pas avec une augmentation de température, si l'augmentation de pression ne s'accompagne pas d'une augmentation de température, votre moteur ne démarre pas, votre moteur ne fonctionne pas. La loi d'état maintenant, parce qu'évidemment, il va falloir qu'on considère un comportement spécifique du gaz, un comportement spécifique de la matière, et de façon générale, le comportement spécifique d'une quantité de matière, quantité macroscopique de matière donnée, ça se traduit par mathématiquement par ce qu'on appelle une loi d'état. Alors qu'est-ce que c'est qu'une loi d'état du coup? C'est juste, c'est tout simplement une relation algébrique qui relie entre eux les différents paramètres macroscopiques qui permettent de décrire une quantité de matière. Donc là, je vous ai donné un exemple tout bête, avec la loi d'état qui est ici, là, donc c'est la formule vraiment générique. C'est une relation qui nous dit lorsque ta température elle vaut tant et que ton volume il vaut tant, ta pression elle vaut tant. En gros, c'est ça. Donc nous, on en verra une évidemment simple que je pense la quasi-totalité d'entre vous connaissez déjà, qui est la loi d'état du gaz parfait, qui peut s'écrire un petit peu comme ça, hein, ça va s'écrire PV moins nRT égale à 0. Voilà. Donc ça, c'est une façon effectivement de l'écrire. En fonction de ce qu'on veut faire et de la nature du gaz, et puis aussi de la nature du milieu dans lequel on le, par exemple du niveau de température ou de l'usage qu'on en fait, on peut avoir des lois d'état plus compliquées. Donc certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de la loi d'état du gaz de Van der Waals, qui est quelque chose qu'on voit un peu en physique, qui est sympa. C'est sympa en physique, c'est mignon, ça permet d'expliquer les changements de phase, ça n'est absolument d'aucune utilité en ingénierie, donc nous on ne l'utilisera pas, mais c'est un autre exemple effectivement de loi d'état. Et puis on peut évidemment appliquer les lois d'état pas seulement au gaz, il faut vraiment avoir ça en tête aussi, c'est pas spécifiquement limité au gaz. On peut très bien imaginer avoir une loi d'état qui s'applique, je sais pas, par exemple à un liquide. Et bien la loi d'état appliquée à un liquide, ça serait la masse volumique égale à constante. Voilà, donc là pour le coup c'est encore plus simple. Vous imaginez, vous avez masse volumique égale à une constante, bah là vous avez la loi d'état d'un liquide. Voilà. Dans une gamme de pression relativement réduite, parce qu'évidemment n'importe quel liquide, même de l'eau, ou même des métaux liquides, à la limite, à partir du moment où vous lui appliquez une pression suffisante, vous allez peut-être pouvoir faire varier un petit peu, c'est pas peut-être, c'est sûr, vous allez pouvoir faire varier un petit peu sa masse volumique. Si vous prenez de l'eau et puis que vous la comprimez dans un piston et que vous balancez 1000 ou 2000 bars de pression, vous allez vous retrouver quand même avec une légère variation de masse volumique. Donc tout ça, c'est évidemment aussi dépendant de la gamme de paramètres dans laquelle vous allez considérer votre gaz. Et on verra justement, je vous montrerai un exemple après, qu'en fonction de si vous êtes à des pressions modérées ou à des pressions hautes, eh ben, les modèles ils sont plus ou moins valables. Et en fait, on verra pourquoi est-ce que le modèle du gaz parfait il montre ses limites très nettement à partir du moment où la pression, par exemple, ou la masse volumique du gaz augmente. Donc quelques infos supplémentaires. En règle générale, les lois d'état ne sont pas uniques. Alors effectivement, vous verrez aussi, je vous montrerai pour la loi d'état du gaz parfait qu'il y a plusieurs formes. En gros, on va pouvoir l'écrire de 3 à 4 formes différentes. Évidemment, toutes ces formes-là doivent être comprises. Je pense que la majeure partie d'entre vous, ceux qui ont fait un peu de thermo, connaissent la forme molaire, donc je reviendrai dessus. Celle qui exprime la quantité de matière en quantité molaire, avec un grand R, un T, etc. Donc ça doit normalement vous rappeler des trucs. Nous, on ne va pas l'utiliser forcément beaucoup, un petit peu quand on fera un peu de chimie, mais pas tant que ça. Par contre, on va beaucoup utiliser la forme massique, où là, la quantité de matière, elle apparaît en masse. Et là, du coup, ça change évidemment la forme de l'expression. Et puis, on peut aussi l'écrire en masse volumique, on peut l'écrire en volume massique. Enfin, il y a plein de formes différentes, de façons différentes d'arriver à exprimer cette loi, ainsi que toutes les autres lois d'état. En règle générale, les lois d'état sont tirées de résultats expérimentaux. C'est pas forcément obligatoire, donc ça ferait pas partie du cours de cette année, mais la loi d'état des gaz parfaits, typiquement, on peut l'obtenir avec une démonstration mathématique. Ça pique un peu, mais enfin en partant de juste des hypothèses de base et en faisant de jolis calculs, on arrive quand même à retomber dessus. Donc c'est pas uniquement expérimental. Mais comme en règle générale, ces lois d'état, elles ont été obtenues pour caractériser le comportement de la matière dans des contextes spécifiques donnés, il y a quand même souvent une couche empirique. Il y a une espèce de couche expérimentale. Après, en fonction des lois d'État, vous en avez aussi quelques-unes qui sont très compliquées, enfin très compliquées, qui sont issues de calculs théoriques compliqués. Donc c'est un peu les deux. Nous, ce qu'on va manipuler, c'est essentiellement une approche empirique. D'accord? Je vous montrerai la loi des gaz parfaits, je vais vous la montrer juste après. Très rapidement, comment est-ce qu'on l'obtient à partir de lois expérimentales déjà existantes, mais on peut aussi le refaire de façon théorique. Enfin, et c'est là que c'est important, on aura systématiquement besoin d'une loi d'État parce que c'est la seule information qu'on a sur le comportement de la matière en elle-même. D'accord? Ce dont je vous ai parlé lors du précédent cours, c'est-à-dire le premier principe est en gros la conservation de l'énergie, le second principe est en gros la dégradation de l'énergie, qui se traduit mathématiquement par une grandeur qu'on appelle l'entropie. Toutes ces relations-là sont liées à des transformations. D'accord? Elles vous permettent de dire ce qui se passe entre un état de la matière et un autre état de la matière. Qu'est-ce qui s'est conservé? Qu'est-ce qui ne s'est pas conservé? Comment est-ce que ça a évolué? Sauf qu'à un moment donné, il vous faut aussi quelque chose qui vous donne une information sur la matière à un instant donné, comment elle se comporte.
D'accord, j'ai un volume de gaz, bah voilà, j'ai tel volume, telle pression, ok. Mais du coup, comment évoluent les autres paramètres? Et là, on a besoin de la loi d'état. Donc les lois d'état sont vraiment complémentaires avec les lois de transformation. Elles décrivent l'état du système à un instant donné, alors que les lois de transformation vous donnent les règles qui permettent de passer d'un état à un autre. La loi d'état du gaz parfait, elle se base sur une première loi. Il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est vraiment la loi la plus fondamentale. C'est ce qu'on appelle la loi d'Avogadro. La quantité de gaz en termes de nombre de particules, la quantité molaire d'un gaz que vous enfermez dans un volume donné, à partir du moment où vous maintenez la pression et la température, ne dépend pas de la nature du gaz. C'est ça la loi d'Avogadro. En fait, la composition moléculaire des gaz, des molécules, n'a aucune influence sur le comportement macroscopique de l'ensemble du gaz. Donc, comment est-ce qu'on explique physiquement cette loi d'Avogadro? Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Je vais prendre un volume de gaz. Alors là, en l'occurrence, je vais prendre de l'azote pour une raison toute simple, c'est que l'azote, comme vous le savez probablement, ça compose à peu près 80% de l'air qu'on respire. D'accord? Donc c'est la majeure partie de ce qui est autour de nous. Et puis je vais dire qu'est-ce qui se passe dans un litre d'azote. Je prends un litre d'azote, donc c'est à peu de choses près un litre d'air, hein, vous allez voir, on reviendra plus tard sur les propriétés de l'oxygène, c'est quand même assez proche. Donc je prends un litre d'azote à pression atmosphérique et je le mets à 0 degré. Voilà. Bon. Et du coup, je compte combien j'ai de molécules dans un litre. Alors voilà, comment est-ce que je peux faire? Ben, j'utilise le fait que j'ai une masse, alors j'ai pesé le gaz, je connais la masse molaire, parce que là en l'occurrence c'est de l'azote, c'est facile de déterminer sa masse molaire, on la connaît, donc ça me donne un certain nombre de moles, et là vous voyez j'ai à peu près 4,4 10-2 moles dans un litre. Ok, très bien. Sauf que 1 litre, je vois à peu près quel volume c'est. Donc ça veut dire que je vais pouvoir diviser ce litre par le nombre de molécules pour savoir à peu près quel est l'espace dont dispose chacune de ces molécules. Et ça se traduit mathématiquement par un paramètre, une longueur spécifique qu'on appelle la longueur de Loschmidt. Donc la longueur de Loschmidt, je la calcule ici, c'est pas très compliqué, hein, vous voyez, je fais juste la racine cubique de V sur N. Voilà, en gros, pour avoir à peu près l'arête d'un cube à l'intérieur duquel est enfermée en moyenne chacune des molécules. D'accord? Donc j'ai découpé l'espace, j'ai compté combien j'avais de volume disponible, j'ai compté combien j'avais de molécules, et ensuite j'ai divisé ce volume par ce nombre de molécules pour avoir à peu près le volume alloué à chacune. D'accord? Donc la logique, elle est quand même relativement simple. Maintenant, si je m'intéresse à la molécule d'azote en elle-même, je peux trouver assez facilement sa dimension. En gros, ça se comporte pour nous à peu près comme une bille, hein, donc vous verrez, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, on va profiter, hein, j'ai prévu, j'ai prévu j'ai piqué des jouets à ma fille, on fera des petites molécules tout à l'heure avec ça. Donc en gros, c'est un truc long comme ça qui va se comporter à peu de choses près comme une sphère, et on sait que ça fait à peu près 0,11 nanomètres de long. Donc ça va être une molécule d'azote. Donc on fait un petit calcul d'ordre de grandeur et on s'aperçoit que le volume qui est occupé par cette molécule d'azote, donc si j'imagine, voilà, j'enferme ce truc-là dans un cube, elle-même dans un gros cube moyen qui correspond à la place qui lui est allouée, j'obtiens un rapport de 1 sur 30 000. D'accord? Donc le volume qui est occupé par la molécule elle-même ne représente que 1 30 millième du volume dans lequel elle évolue. D'accord? Donc il y a de la place. Si je rapporte ça à l'équivalent d'une balle de ping-pong, donc je ne dois pas être loin de ça, à peu près, c'est peut-être un poil plus gros, mais pas tant que ça. Si je rapporte ça à une sphère de cette taille-là, ça veut dire que cette sphère de cette taille-là, elle évolue dans un volume de 2 mètres cubes. Un volume de 2 mètres cubes, ça représente en fait une douche. Donc une douche, vous regardez une douche, c'est à peu près, on va dire, 1 mètre sur 1 mètre, voilà, 2 mètres de haut, vous êtes à peu de choses près, à une douche près, à 2 mètres cubes. Donc l'air qui est autour de nous, à pression, température proche, etc., de ce qu'on connaît en conditions atmosphériques normales, chaque molécule en moyenne se comporte comme une balle de ping-pong dans une cabine de douche. Donc il y a quand même énormément de marge. Mais ce qui est surtout important dans ce cas-là, alors évidemment la première chose c'est le fait de dire que c'est possible de le comprimer. Bah oui, forcément il y a beaucoup de place, donc c'est assez facile de comprimer. Et c'est pour ça qu'on peut très facilement comprimer les gaz, parce qu'ils sont très peu denses, il y a beaucoup de place entre les molécules. Mais ça veut aussi dire que la composition exacte de cette molécule n'a pas beaucoup d'importance. D'accord? Je reprends ça. Donc si je me remets ici, voilà, zoomé, voilà. Là, vous avez ce qui correspond à votre bille dans votre cabine de douche. Et alors que ça, c'est typiquement de l'hélium. Voilà, vous imaginez que c'est un atome d'hélium ou un atome d'argon. D'accord? Donc c'est ce qui correspond à la composition, une particule d'un gaz monoatomique. Il n'y en a pas tant que ça, hein, c'est essentiellement les gaz nobles, mais on peut imaginer que c'est ça. Eh bien, si à la place de cet hélium ou de cet argon, vous mettez un hydrogène, vous avez ce genre de choses, eh bien, que vous ayez une seule bille ou deux dans une cabine de douche, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, ça n'a pas grande différence. Globalement, vous êtes à peu près sur le même truc. Alors, je vais augmenter un peu la taille. Imaginons que je fasse l'équivalent d'une molécule d'eau. Bon, alors, peu de choses près, on va pas chipoter, hein. D'accord? Vous avez, en gros, vous avez l'oxygène qui est ici et puis vous avez deux hydrogènes qui sont là. Ça va ressembler à peu près à ça. Euh, Ça, dans une cabine de douche, je vais y arriver, pas de casse. Ou ça, ou ça.
Globalement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que comme la molécule en elle-même, elle est très petite face au volume à l'intérieur duquel elle évolue, eh bien la composition de cette molécule n'a pas beaucoup d'importance. Sauf si vous avez évidemment des chaînes extrêmement longues, mais là, si vous avez des chaînes moléculaires longues, c'est plus des gaz. Parce que là, pour le coup, elles s'agrègent et vous vous retrouvez avec des phases condensées. Donc, dans tous les cas, ça veut dire que la composition chimique n'a aucune importance. La forme de la molécule n'a aucune importance parce qu'elle se trouve dans un volume qui est beaucoup, beaucoup plus grand qu'elle. Donc elle peut prendre 2, 3, 4 atomes, ça change strictement rien sur le comportement global. Et du coup, la loi d'Avogadro, elle est là. C'est la racine, elle est là. C'est que Avogadro, il a fait ses manips dans des états de masse volumique et de pression, dans lesquels les molécules de gaz avaient tellement de place autour d'elles que la composition exacte de ces molécules de gaz n'avait absolument aucune influence sur le comportement global du gaz, donc sur la pression ou sur la masse volumique du gaz en question. Donc ça vient de là. C'est tout simple. Si vous avez compris cette histoire de densité, de fait qu'en moyenne, un gaz, une molécule de gaz a beaucoup de volume disponible autour d'elle, et bien en fait, la loi d'Avogadro, elle devient parfaitement naturelle. Du coup, comment est-ce qu'on obtient la loi des gaz parfaits? Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a une manière purement théorique de le faire qui se base sur les hypothèses de billes infiniment dures. Donc, vous imaginez que vous avez des billes comme ça. Vous en mettez un certain nombre. Vous considérez qu'elles sont très loin les unes des autres, donc il n'y a pas d'interaction à distance. Elles s'entrechoquent. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas si mal ma manip en fait. Les seules interactions qu'elles ont, c'est quand elles ont des collisions les unes avec les autres. Et puis vous appliquez les lois de la mécanique à ces billes-là, en disant elles ont une certaine masse, elles ont une certaine vitesse. Donc quand elles vont s'entrechoquer, elles vont céder une certaine quantité de mouvement, etc., etc. Et vous faites un petit calcul statistique. Pas ultra complexe. Pour de la physique stat, c'est un peu le début. Ça pique un peu, mais enfin globalement c'est pas très compliqué. Et en quelques lignes, vous arrivez à la loi des gaz parfaits. Donc c'est assez fascinant. Bref, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de manipuler cette loi des gaz parfaits. L'approche que j'ai, elle est un peu plus empirique parce qu'elle se base aussi sur un certain nombre d'expériences qui avaient été faites il y a très longtemps. Donc la première, qu'on appelle la loi de Boyle-Mariotte, parce qu'elle a été obtenue a priori par deux scientifiques différents. Donc Robert Boyle, qui était un Anglais, et puis Edmond Mariotte, qui devait être français, il me semble, mais je ne suis pas certain. Donc eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme manip? Ils avaient tout simplement maintenu un volume de gaz à température constante. Donc, en le mettant dans une ambiance avec une température donnée, et puis bah, vous laissez le temps aux échanges de chaleur de se faire, hein, tout simplement. Vous faites votre manip doucement, et ce qui va se passer, c'est que vous allez très très peu chauffer votre gaz, voire quasiment pas. Et ils avaient fait varier, ils avaient diminué le volume, et ils s'étaient rendu compte que la pression évolue en sens inverse du volume, c'est-à-dire de telle manière que pression fois volume, c'est égal à une constante. Et ils avaient refait la manip à différents niveaux de température, et à chaque fois, ils avaient alors une valeur de PV qui était un peu différente, mais par contre qui restait toujours constante à chaque fois. Donc ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi de Charles. Lui, qu'est-ce qu'il avait constaté? C'était qu'à partir du moment où vous maintenez une pression constante sur un gaz et que vous faites évoluer sa température, eh bien en fait le volume évolue proportionnellement à la température qu'on applique. D'accord? Si vous chauffez un gaz, eh bien automatiquement son volume va augmenter, et si vous refroidissez le gaz, son volume va diminuer, de telle manière que le rapport volume sur température est une constante, à pression constante. Et vous refaites avec une autre pression et vous avez de nouveau une autre valeur de ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on combine ces deux lois-là? Donc il y a une petite règle mathématique que je vous ai détaillée ici qui n'a pas beaucoup d'importance. On s'aperçoit que au fur et à mesure de ces transformations-là, on a un paramètre qui est constant qui s'écrit P fois V sur T. Et ce qui est important avec ce paramètre-là, le P fois V sur T, c'est qu'il est extensif. Parce que vous vous retrouvez avec une grandeur intensive qui est la pression, divisé par une grandeur intensive qui est la température. Donc je rappelle, la pression c'est quelque chose d'intensif, hein. Vous avez deux volumes à pression différente, vous allez les mettre en contact, la pression va changer, mais vous n'allez pas avoir la somme des pressions. D'accord? Alors que si vous prenez le volume, bah, vous avez deux volumes qui ne sont pas en contact, vous les mettez en contact, le nouveau volume c'est la somme des volumes. Donc le volume est extensif, la pression ne l'est pas. Même chose pour la température. Vous avez deux éléments qui sont à température différente, vous les mettez en contact, ils vont échanger de la chaleur, ils vont se retrouver à une espèce de température de mélange, mais leur température finale ne sera pas la somme de leur température initiale. Donc la température n'est pas une grandeur extensive, c'est une grandeur intensive. Le fait est que ici j'ai pression, température, c'est intensif, par contre le volume, lui, il est extensif. Donc l'ensemble de ce produit-là est une grandeur extensive. Et en tant que grandeur extensive, il est possible de l'exprimer comme quelque chose qui est proportionnel à la quantité de matière. Voilà. Et donc du coup, purement expérimentalement, là je me retrouve avec la relation que vous avez ici en haut. Le produit pression fois volume est proportionnel au produit nombre de moles, quantité de matière, fois température. Et il manque un truc, évidemment, quand vous connaissez la loi des gaz parfaits, il manque un truc. Comment est-ce qu'on peut obtenir ce truc? On peut le faire expérimentalement, donc il y a plusieurs manières, mais il y a une manière qui est pas mal. Donc vous voyez ici, vous prenez différents gaz, vous les stabilisez à une température, là en l'occurrence on a stabilisé à 0 degré, 0 degré C à peu près, à 273 Kelvin, et puis en fait on tire au vide, on diminue la pression. Ce qui se passe c'est que
plus votre pression est basse, moins votre gaz est dense, et plus la loi des gaz parfaits est juste, donc je reviendrai dessus après, elle est d'autant plus valide que vous avez une densité qui est faible. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous abaissez votre pression absolue, donc vous tirez au vide, vous voyez que quand vous faites la manip avec des gaz, eh bien, tous les points qui correspondent en fait à juste un rapport P fois V sur N, hein, c'est juste un jeu de paramètres, eh bien, il tend vers une valeur unique, une valeur constante qui est toujours la même. C'est ce fameux 22 litres 4. Donc si vous avez fait un petit peu de thermodynamique, vous vous souvenez de ça. 22 litres 4, qu'est-ce que c'est? C'est le volume qui est occupé par une mole à pression atmosphérique, enfin à pression atmosphérique, oui, à pression atmosphérique et température de 0 degré, 0 degré C, d'accord? Donc en gros, vous avez 22 litres, ça correspond à peu près à l'ordre de grandeur d'une mole de gaz. Et bien surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que vous avez pris des gaz assez différents. On a trois gaz diatomiques qui sont l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. On a un gaz monatomique qui est l'hélium. Donc a priori, ont des compositions chimiques qui sont quand même différentes. Et bien, quand vous faites la même manip, vous tendez toujours vers la même valeur qui correspond à cette fameuse valeur de 22 litres 4. Donc si je termine ce truc-là, et je vais passer un peu de temps sur ce transparent-là parce qu'il est très important, j'arrive expérimentalement à la valeur de la constante universelle des gaz parfaits, grand R. R majuscule, c'est la constante universelle des gaz parfaits. Et à partir de là, eh bien, je peux calculer ça. Je termine mon calcul, je me retrouve avec un 8,31. Alors le niveau de précision est tellement pas fou parce que ça dépend du nombre de chiffres significatifs qu'on a avant. Par contre, évidemment, on a des moyens expérimentaux beaucoup plus finaux, beaucoup plus précis pour arriver à obtenir la valeur de cette constante universelle. On a même, d'ailleurs, elle est même elle-même définie comme le produit de deux constantes fondamentales, donc globalement, elle est connue avec une précision absolue, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut bien retenir qu'elle est universelle. Alors pourquoi est-ce qu'elle est universelle? C'est parce que à partir du moment, donc là, je vous demande juste de jeter un coup d'œil à la loi bleue, donc ça, c'est celle que vous connaissez. C'est la loi du gaz parfait en forme molaire telle que vous la connaissez. Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans les niveaux de pression, de volume et de température qui nous concernent, n'oubliez pas, le comportement global du gaz n'est pas lié à la nature de l'élément chimique. Elle n'est pas liée à la forme des molécules, elle est juste née au nombre de molécules. Et donc c'est pour ça que ici vous vous retrouvez avec un petit n qui est le nombre de moles, et surtout que ce nombre de moles il est multiplié par une constante universelle, c'est-à-dire que c'est la même constante que vous considériez de l'argon, de l'azote, du dioxyde de carbone, bon bref, n'importe quel type de gaz à partir du moment où il est dans des conditions de pression et de masse volumique qui sont compatibles avec la loi des gaz parfaits, on utilise toujours la même grandeur. D'accord? Donc ça va nous simplifier un petit peu la vie. Vous verrez notamment quand on fera un peu de chimie, ça sera quand même beaucoup plus simple de manipuler comme ça, parce que dès qu'on est en quantité molaire, bon, la nature du gaz n'importe peu. Par contre, très souvent, et là on le fera plutôt quand on fera les applications ultérieures, on va avoir besoin de la masse de gaz. Parce qu'en règle générale, le gaz, ça se paye à la masse, ça ne se paye pas à la quantité molaire. Donc on doit avoir des masses qui apparaissent. Et donc là, on se retrouve avec la forme verte de l'équation du gaz parfait, que je vais vous demander aussi de maîtriser. Ça, il faudra savoir le faire. Alors, vous inquiétez pas, on le fera en TD à plusieurs reprises. Mais il faut vraiment, ça, il faut vraiment savoir la connaître. C'est pas seulement la bleue, c'est aussi la verte. Qu'est-ce qu'elle me dit, la verte? C'est que le produit pression fois volume, il est toujours proportionnel à la température. Mais cette fois-ci, via un paramètre qui est lui-même égal au produit de la masse. Donc attention, c'est la masse, c'est ce que vous pesez. Donc là, on a la composition du gaz qui rentre en ligne de compte. Et puis ce qu'on appelle la constante spécifique massique, petit r. Donc la constante spécifique massique, petit r, vous voyez ici, c'est on divise la constante universelle des gaz parfaits par la masse molaire du gaz. Donc celle-là, comme son nom l'indique, elle est spécifique au gaz. D'accord? Et donc du coup, si vous faites le même calcul en utilisant la loi des gaz parfaits, mais pour de l'azote ou pour de l'hélium, et bien là, pour le coup, vous allez être obligé de changer de constante. Ça tombe bien, je vous ai mis les constantes dans le tableau ici qui se trouve à droite, d'accord? Donc j'ai juste utilisé la constante universelle des gaz parfaits, je l'ai divisé par la masse molaire, donc vous voyez la masse molaire de l'air, qui est très proche de celle de l'azote évidemment, parce que l'air c'est 80% d'azote, oxygène, eau, dioxyde de carbone, méthane, hydrogène, hélium, d'accord? Et à chaque fois quand je divise la constante universelle des gaz parfaits par cette masse molaire, j'ai la constante massique spécifique du gaz. Et c'est cette constante massique spécifique du gaz, le petit r, qui apparaît dans la loi des gaz parfaits massiques. D'accord? Maintenant, je peux aussi le faire sous forme, j'allais presque dire intensive, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer la masse, je considère le volume massique, c'est-à-dire quel est le nombre de mètres cubes qui sont associés à chacun des kilogrammes de gaz qui sont appliqués. Et là, j'obtiens la forme ici qui est en orange, donc c'est P fois petit v, petit v c'est le volume massique, en mètres cubes par kilo, qui est égal au produit de petit r fois t. Donc ça, c'est une autre façon de décrire la loi des gaz parfaits. Donc je vous avais parlé de 4, ben voilà, vous en avez 3. La quatrième, c'est pas difficile. Au lieu de considérer le petit v, vous considérez la masse volumique, qui est en fait son inverse, parce que ben, c'est des kilogrammes par mètre cube. Donc vous avez P qui est égal à ρ fois R fois T. Voilà. Et là, vous avez la quatrième forme de l'équation du gaz parfait. D'accord? Donc ça doit bien être maîtrisé. Vous inquiétez pas, on aura l'occasion de le refaire quand on fera des TD. Gaz parfait, gaz réel. Maintenant,
Parce qu'évidemment, à partir du moment où on dit gaz parfait, on se dit mais oui mais attends, c'est applicable pourquoi ce truc-là? C'est applicable tout le temps ou pas? Alors, il ne faut pas se tromper, parce que des fois ce nom-là peut créer une confusion. À partir du moment où c'est un gaz parfait, ça ne veut pas forcément dire que son application est limitée à des choses très restreintes. Au contraire, le modèle du gaz parfait, il s'applique parfaitement à la quasi-totalité des applications que vous allez traiter dans la suite et que vous aurez même à traiter ultérieurement si vous avez ce type de calcul à faire dans votre futur boulot d'ingénieur. Il y a deux cas particulier. Il y en a un sur lequel je vais revenir parce que c'est juste après. C'est justement le cas des hautes pressions. Quand vous devez stocker du gaz à des pressions importantes, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, je vais expliquer pourquoi, hein, vous avez un effet justement de covolume. Bah, justement, c'est là, donc on va le faire maintenant. Vous n'avez plus une balle de ping-pong dans une cabine de douche. Vous avez une balle, mais dans un volume qui est extrêmement réduit. Alors, à chaque fois, j'y pense trop tard, mais il faudrait que j'essaie une bouteille d'eau ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'imaginez que vous avez ici, mais au lieu d'avoir une cabine de douche, vous allez progressivement augmenter la masse volumique. Donc, en fait, vous diminuez le volume pour la même masse, donc pour le nombre de molécules. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous retrouver avec votre molécule qui va être enfermée dans un volume très petit. Et dans ces cas-là, eh bien, le volume de propre de la molécule, il est plus négligeable du tout devant le volume global. D'accord? Si vous imaginez, j'exagère un petit peu, mais je caricature un peu, mais vous imaginez que vous avez une petite boîte comme ça, et bien le fait d'avoir une particule monoatomique ou une molécule diatomique, et bien, en termes de place, ça ne va pas du tout être la même chose, parce que celle-ci, elle aura beaucoup moins de place disponible que celle-là. D'accord? Donc là, vous vous retrouvez à devoir sortir de l'hypothèse du gaz parfait, et donc on va rentrer dans le domaine de ce qu'on appelle les gaz réels. Cet effet-là, c'est ce qu'on appelle l'effet de covolume. Alors, il y a une conséquence, un corollaire à cet effet de covolume, c'est le fait que vos molécules, en règle générale, elles, sont, elles ont des liens électriques entre elles. Alors, qu'est-ce que peut être ce lien électrique? Vos gaz ne sont pas nécessairement ionisés, dans le sens où, sauf si vous êtes à un niveau d'énergie relativement important, vous avez toujours en pourcentage quelques molécules qui manquent d'atomes et puis qui sont en train de chercher manque d'électrons, pardon, qui sont en manque d'électrons, qui sont en excès d'électrons et qui essaient de se recombiner avec les autres pour combler la différence électrique. Mais ça reste relativement faible. Par contre, ce qui se passe, c'est que certains de ces gaz sont polaires. Alors qu'est-ce que c'est polaire? C'est à partir du moment où vous avez une répartition de la charge électrique qui n'est pas homogène au niveau de la molécule. Alors je vous fais l'exemple assez rapidement avec ma petite manip là. Pour ceux qui feront la coloration transition énergétique, je reviendrai dessus parce que je reviendrai dessus parce que c'est important quand on fait de l'air humide. Et quand on fait de l'air humide, on va beaucoup parler d'eau, de l'eau dans le corps humain, et du coup je vais revenir sur cette histoire de polarité. Bref, donc imaginez que ça c'est une molécule d'eau. Eh bien, ce qui se passe dans les molécules d'eau, c'est que même si l'ensemble des charges il est à peu près homogène, on va profiter pour faire, voilà, même si l'ensemble des charges est à peu près homogène, ces charges-là ne sont pas réparties, elles, dans l'espace de façon homogène. Alors, comment je mets? Voilà, comme ça. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retrouver avec ici des excès de charge négative et ici un excès de charge positive. D'accord? Et du coup, si j'ai une autre molécule identique qui vient se combiner, et là je regrette de ne pas avoir plus piqué de jeu à ma fille parce que j'aurais pu faire des combinaisons comme ça, eh bien ce qui se passe, c'est qu'elles vont avoir un sens privilégié d'assemblage les unes aux autres. C'est-à-dire que les charges positives vont attirer les charges négatives et réciproquement. D'accord? Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, quand vous avez de la vapeur d'eau et que vous allez la solidifier pour en faire de la glace, eh bien, en fonction du niveau de pression auquel vous allez créer cette glace, vous n'allez pas du tout avoir la même structure de glace. La glace d'eau, c'est un truc extrêmement compliqué et ça vient en grande partie de la polarité de la molécule d'eau. Eh bien, ça existe aussi chez les gaz. Alors, il y a ça, il y a d'autres types de phénomènes. Bref, le fait est que vous avez des interactions électriques attractives entre les molécules, d'accord? Et que ces interactions attractives entre les molécules sont faibles à partir du moment où ces molécules sont distantes les unes des autres. Alors là, je suis un peu limité en distance par le champ de la caméra, mais vous voyez l'idée. Par contre, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où, pour des raisons de densité, mes molécules sont de plus en plus proches les unes des autres, eh bien là, les effets électriques ils vont commencer à apparaître. Et du coup, vous allez avoir un effet qui va être un effet de réduction de la pression. Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai mis ici dans le transparent. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une pression qui va diminuer parce que la pression, elle est due à l'impact des molécules sur la paroi extérieure. Comme elles sont plus liées les unes aux autres, elles ont tendance à moins aller taper ou à les taper un peu moins fort sur les parois du réservoir. Et donc, du coup, ça va avoir tendance à décroître la pression et la température par rapport à un modèle de gaz parfait. Le gaz réel, c'est-à-dire l'écart significatif par rapport au gaz parfait, ça apparaît à partir du moment où les masses volumiques sont élevées, ou alors quand vous êtes à proximité du changement de phase. Donc ça c'est pareil, je renvoie, on verra ensemble pour ceux qui font la coloration transition énergétique. Donc dans le cours de thermodynamique avancée, j'attaque avec ce qu'on appelle les équilibres hétérogènes de phase. Donc là on va parler des phases, des coexistences, vapeur, liquide, etc. Et donc là quand on est à proximité d'une transition de phase, on a des effets de densité qui font que le gaz parfait n'est plus vrai. Donc en gros, n'utilisez pas le gaz parfait quand vous avez des pressions importantes. N'utilisez pas le gaz parfait lorsque vous vous retrouvez avec des vapeurs, au sens où c'est des gaz mais qui sont très proches de leur état de saturation ou de leur état de condensation.
Pour le reste, vous n'aurez pas de souci. À l'effet inverse, plus votre gaz est dilué et plus le modèle du gaz parfait fonctionne bien. Donc typiquement, je prends un exemple tout simple, quand vous faites des calculs en propulsion, en aviation, en aérospatial, quand vous avez quand vous volez à relativement haute altitude, où là vous avez des densités de gaz qui sont beaucoup plus faibles, parce qu'au fur et à mesure évidemment que vous montez en altitude, vous avez de moins en moins de gaz qui pèse, vous avez une atmosphère avec une masse volumique qui va décroître, et bien là le modèle du gaz parfait sera de plus en plus vrai. Donc là, ce que je vous ai noté ici, c'est des exemples avec quelques gaz qui peuvent être impliqués dans des hautes pressions. Alors c'est notamment le cas lorsque vous avez l'hydrogène, donc l'hydrogène c'est celui qui est en vert, et lorsque vous avez le méthane ici qui est tracé en orange. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai la pression qui est en coordonnée horizontale. Donc je commence à 1 bar, pression atmosphérique. Ici, j'ai 10 bars, là j'ai 100 bars, etc. Et je vais en gros jusqu'à 700 bars de pression. Donc, ça commence à devenir un peu haut. Pour les stockages de gaz, on ne va jamais au-dessus de 700 bars. 700 bars, c'est vraiment le maximum et c'est uniquement pour l'hydrogène avec des bouteilles en matériaux composites, c'est un petit peu particulier, c'est pas encore des technologies très répandues. Bref, j'augmente la pression en abscisse. Qu'est-ce que je mesure en ordonnée? C'est l'écart relatif que vous avez entre le modèle du gaz parfait, ce que vous donne la loi du gaz parfait, et puis ce que vous donne la réalité, ou en tout cas un modèle un peu plus, on va dire précis, le modèle du gaz réel. Donc je ne rentre pas dans les détails, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous montrer le logiciel qui permet de faire ça, de calculer ça, c'est pas très compliqué. Et puis autour, du coup, alors évidemment quand vous êtes à zéro, les deux modèles donnent exactement le même résultat, et autour de ce zéro, j'ai mis une marge d'erreur à 5%. Alors j'aurais pu choisir 10, 1, bref, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour que vous voyez le mode de fonctionnement global. Donc on imagine que quand je suis à l'intérieur de cette bande grise, ça veut dire que l'écart entre les masses volumiques, l'écart relatif entre les masses volumiques telles que calculées par le gaz parfait et telles que calculées par le gaz réel sont inférieurs à 5%. Donc globalement, on peut considérer que c'est acceptable pour la quasi-totalité des applications pratiques. Donc j'augmente la pression. Et puis qu'est-ce que je vois apparaître? C'est qu'au bout d'un certain niveau de pression, je vais voir un écart apparaître. Alors après, la nature des écarts, c'est un petit peu plus compliqué. Je voudrais juste que vous reteniez le fait que vous sortez de cette gamme, que vous sortez au-delà, vous êtes au-delà de 5% d'erreur. La première déviation, et je pense qu'elle est relativement importante, c'est au niveau du méthane. Donc le méthane, pour rappel, c'est la quasi-totalité de ce qu'il y a dans le gaz naturel. Légalement, c'est au moins 97% de gaz naturel. Donc quand on fait des calculs, et nous on le fera dans la suite, vous verrez en thermochimie, on va considérer que le gaz nat c'est du méthane. Un peu de choses, voilà, c'est du méthane. Donc c'est quand même un gaz qu'on manipule, qu'on comprime, qu'on transporte, qu'on consomme tout le temps. Voilà. Et qu'on va continuer à consommer. Ça peut peut-être vous surprendre, mais le gaz naturel, tel qu'est dit naturel, c'est-à-dire extrait des ressources fossiles, on va progressivement le remplacer par du gaz renouvelable, par du biogaz, par des procédés de méthanisation. Donc on va produire du méthane. Donc ce qui va se passer, c'est que, et ça c'est déjà, les travaux ils ont déjà commencé, il y a déjà plein de boulot sur le sujet, c'est un domaine absolument passionnant. Les réseaux de gaz naturel, comme le gaz naturel que vous utilisez pour vous chauffer chez vous ou pour cuisiner, il y en a une fraction croissante de ce gaz-là qui est en fait produit par processus de méthanisation. Donc ça veut dire que le méthane, on ne va pas l'abandonner. Même si on imagine qu'on réussit la transition énergétique et qu'on obtient des gaz parfaitement verts, et une grande partie d'entre eux sera sous forme de méthane. Ça c'est certain parce que c'est assez facile à synthétiser. Donc on va continuer à manipuler du méthane. Je reviens sur mon explication. Qu'est-ce qui se passe au-delà de 25 bars? Et ben là, on a un effet qui fait qu'en fait, on aura tendance en fait, à surestimer la masse volumique du gaz par rapport au modèle du gaz réel. Donc en gros, les 5% d'erreur, ils commencent à apparaître au-delà de 25 bars pour du méthane. Et là, pour le coup, c'est un peu chaud, parce que le gaz naturel, c'est très courant de le monter à 30-40 bars de pression, c'est pas du tout choquant. Donc vous voyez, vous êtes à 25, le 30 est ici, le 40, il est là. À 40 bars de pression, je suis quasiment à 10% d'erreur. Ça, c'est pour le gaz nat. Et c'est important parce que, évidemment, quand vous allez pouvoir charger vos bouteilles avec du gaz naturel, parce que par exemple vous avez des réservoirs dans des véhicules à GNV, et ben là forcément la question va se poser. Donc ça c'est pour le méthane. Il y en a un autre évidemment qui est dans l'actualité, je ne vais pas en parler trop parce que là je vais partir dans des digressions, on ne va pas s'en sortir, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, l'écart il commence à être significatif à partir de 90 bars. Donc il faut commencer à charger à 90 bars de pression pour avoir de l'hydrogène avec une masse volumique qui est un petit peu différente de celle du gaz parfait. Et bien à 300 bars de pression, vous voyez, vous avez à peu près ici 20% d'écart avec le modèle du gaz parfait. Donc vous risquez de vous planter de 20% si vous utilisez le gaz parfait pour mesurer la masse volumique à l'intérieur d'un volume donné sur un gaz réel. Voilà, retenez cette limite-là, c'est à peu près la limite psychologique, elle est à 100 bars. Au pire, vous pourriez reprendre ce graphique-là s'il y a besoin. En dessous de 100 bars, en règle générale, la loi du gaz parfait elle donne des résultats qui sont tout à fait acceptables. L'énergie interne du gaz parfait. Alors ça, je vais revenir un petit peu dessus parce que c'est quand même un aspect important. Pourquoi? Parce que si vous reprenez le premier principe, vous savez qu'à partir du moment où vous avez un volume de gaz et que vous comprimez ce volume de gaz, vous diminuez son volume, vous allez devoir lui apporter du travail. Et si vous lui apportez du travail, en fonction de la nature de l'échange de chaleur que vous avez avec l'extérieur, vous pouvez potentiellement
aussi augmenter son énergie interne. Et on verra que c'est toute la clé des différents modèles de compression, il vient de là. Comment évolue l'énergie interne d'un gaz parfait? Donc on peut déjà partir de l'idée que à partir du moment où vous augmentez, vous apportez du travail, potentiellement vous pouvez augmenter l'énergie interne. Ça c'est sûr. Et puis on sait aussi que à partir du moment où il y a une augmentation d'énergie interne, il y a une augmentation de température et tout ça c'est lié à un échange de chaleur potentiel. Donc là, on commence déjà à avoir un lien apparaître. Mais ce qu'on peut même dire, et on en a déjà parlé la dernière fois, c'est que le concept de température pour un gaz, il est lié directement à l'énergie cinétique microscopique. Alors c'est ramené en moyenne, mais en gros, c'est quand même une énergie cinétique microscopique, qui est par définition l'énergie interne. Donc il y a forcément un lien, pas forcément proportionnel, vous verrez, mais en tout cas, il y a un lien entre l'énergie interne et la température. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce lien-là? Parce qu'on a besoin de l'énergie interne, de connaître l'énergie interne pour faire un calcul de compression-détente, pour savoir quelle quantité d'énergie on a échangé avec un gaz. Je reviendrai dessus après, c'est essentiel de savoir ça. Sauf que cette énergie interne, on ne la mesure pas. Ce qu'on mesure, c'est la température. Et du coup, il nous faut un lien qui nous permette de faire le calcul, de faire le lien mathématique entre la grandeur qu'on mesure, qui est la température, et la grandeur dont on a besoin, qui est l'énergie interne. D'accord? C'est vraiment ça. Et donc, du coup, ben, comment est-ce que l'énergie interne évolue? Alors, est-ce qu'elle évolue avec la température? A priori, oui, on a quand même de sérieux indices. Est-ce qu'elle évolue avec d'autres grandeurs, comme par exemple la pression? Et c'est là que les choses deviennent importantes parce que ça va nous permettre de simplifier pas mal de choses par la suite. Pour démontrer ce truc-là, alors démontrer, je vous explique juste le principe de fonctionnement, on peut le faire de façon expérimentale. Il y a des moyens, encore une fois, théoriques de l'expliquer, mais c'est quand même un peu complexe, donc si vous retenez juste la partie expérimentale, moi ça me va très bien. Prenez un système isolé. Donc pas d'échange de travail, parfaitement calorifugé, etc., etc. Encore une fois, toutes ces hypothèses-là sont valables sur un temps relativement court. Si vous ne mettez pas des plombs pour faire votre manip, normalement on est à peu près bon. Et vous imaginez qu'à l'intérieur de ce volume constant, vous avez deux compartiments étanches. L'un qui est supposé avec du gaz et l'autre qui est supposé vide. Alors là, évidemment, c'est très caricatural, mais imaginez juste que vous ayez un à basse pression, un à haute pression. Bon. Et puis ce que vous faites, c'est que vous allez faire un trou, vous allez ouvrir une vanne, et donc vous allez laisser les gaz s'équilibrer, vous allez laisser les pressions s'équilibrer. Eh bien, si vous faites la manip, et ça peut se faire, hein, vous faites une manip avec une température, vous n'avez aucune variation de température à l'intérieur du volume. Et vous savez aussi que l'énergie interne, elle n'a pas bougé. La pression a bougé, la pression moyenne, elle a bougé. La pression dans chacun des réservoirs, elle a bougé, donc vous pouvez mesurer à l'intérieur de chacun des réservoirs, il n'y a pas de problème. Les pressions changent, l'énergie interne ne change pas, la température ne change pas. Donc automatiquement, ça veut dire que l'énergie interne d'un gaz parfait dépend de la température et pas de la pression. Ça vient de là. Initialement, c'est vraiment quelque chose d'expérimental. Maintenant, faites cette manip-là, mais au lieu d'avoir du gaz à 1 bar et puis du vide ou un gaz à une pression très faible, vous imaginez que vous avez par exemple dans le réservoir gazeux 200 ou 300 bars de pression. Alors là, vous allez commencer à mesurer une différence de température. Si vous mettez vos capteurs de température au bon endroit, là, vous allez mesurer une différence de température. Pourquoi? Parce que à des pressions aussi élevées, le gaz, il se comporte plus comme un gaz parfait. Là, vous commencez à avoir des interactions entre les molécules, et automatiquement, cette interaction entre les molécules crée un couplage entre la pression et la température, qui fait que l'énergie interne, elle dépend aussi un peu de la pression. Donc, cette hypothèse du fait de dire que l'énergie interne ne dépend que de la température, c'est spécifique au gaz parfait. Si vous êtes en gaz réel, ça n'est plus valable. Mais comme nous, ce qu'on va manipuler, c'est essentiellement des gaz parfaits, ça nous convient très bien. Alors, comment est-ce que j'interprète physiquement ce truc-là? Je voudrais juste passer un peu de temps là-dessus parce que ça, c'est important. Imaginez que vous avez une paroi. Donc, vous avez la paroi qui est ici, la paroi dans laquelle votre réservoir, et puis à l'intérieur, vous avez des molécules. D'accord? Qu'est-ce que c'est fondamentalement que la pression? Donc vous avez une molécule qui apparaît ici, et la pression, elle va être créée par le fait que votre molécule, elle va venir entrechoquer, elle va venir taper sur la paroi. Donc vous avez, euh, je n'ai vraiment pas le temps de faire du manip, mais c'est pas grave. Vous imaginez que votre mur, il est là. Voilà, on va se mettre comme ça dans l'axe. Oh là là, j'arrive même pas à le faire droit. Vous avez votre molécule qui vient là. À partir du moment où elle rebondit, elle va changer de quantité de mouvement parce qu'elle arrive avec une certaine quantité de mouvement, elle repart avec une autre. Et la variation de quantité de mouvement, quand vous la rapportez au temps, ça vous donne la force. D'accord? C'est la deuxième loi de Newton, ça vous connaissez, vous avez déjà fait le cours de mécanique. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que la pression? Ça n'est que la force qui est produite sur la paroi par les changements de quantité de mouvement, les variations de quantité de mouvement qui sont portées par les collisions des molécules avec cette paroi. Sauf que cette force-là, du coup, elle va être dépendante de deux choses. Elle va être dépendante de la quantité de particules qui vient taper contre la paroi, donc de la masse volumique, et elle va être dépendante de l'intensité, c'est-à-dire de l'énergie, de la quantité de mouvement qui est portée par les molécules, c'est-à-dire de leur énergie cinétique, donc de la température. Et du coup, la pression qui est créée sur le gaz, elle dépend à la fois de la masse volumique, la quantité de particules, et de la température, l'énergie portée par les particules. Et là, on revient un petit peu sur le modèle du gaz parfait. D'accord? C'est vraiment ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, si j'augmente le nombre de particules, elles vont venir taper
contre la paroi. Donc en augmentant le nombre de particules, je vais augmenter la pression, pas parce qu'elles tapent plus fort, parce qu'elles sont plus nombreuses à taper. On augmente la masse volumique, donc on a, même si elles vont à la même vitesse, en gros parce qu'elles ont la même température, comme elles sont beaucoup plus nombreuses, eh bien la paroi en fait elle va recevoir beaucoup plus de chocs pour une même unité de temps, et donc elle va se retrouver avec une pression plus importante. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Si j'augmente la masse volumique, la pression, elle va augmenter, mais pas forcément la température. Et vous avez une augmentation de cette pression qui est créée par le fait, non pas que les molécules se déplacent plus vite et du coup viennent frapper plus fort sur la paroi, mais qu'elles sont tout simplement plus nombreuses. Et là, vous avez ce découplage entre la pression et la température. Et aussi avec l'énergie interne, parce que la température, on sait que c'est une grandeur moyenne qui représente en fait l'énergie cinétique totale contenue dans le mouvement des molécules. Donc vous pouvez très bien vous retrouver avec une énergie interne constante, parce que les molécules ne vont pas plus vite, mais par contre une pression plus importante, parce que dans chaque unité de volume, vous avez de plus en plus de molécules contenues. D'accord? Donc vous imaginez que vous partez d'un volume de départ, avec une certaine masse volumique, puisqu'il y a un volume et une masse. La masse, elle ne change pas, c'est une compression fermée, c'est ce que je vous montrerai juste après. Et puis au fur et à mesure que vous diminuez le volume, parce que vous allez bouger un piston, vous allez augmenter la masse volumique. Donc dans chaque unité de volume, vous aurez de plus en plus de molécules présentes. Et donc comme elles sont de plus en plus présentes dans chaque unité de volume, elles sont aussi de plus en plus nombreuses à taper sur la paroi. Alors que dans l'absolu, elles ne sont pas plus nombreuses, c'est juste que la proximité de la paroi, c'est un peu plus peuplé. Donc vous allez augmenter la valeur de la pression qui est produite sur la paroi sans nécessairement augmenter la température. Et ça, on verra que c'est ce qui correspond en fait à une compression isotherme. Parce que vous n'avez pas de variation de température, l'énergie cinétique moyenne des molécules n'a pas changé. C'est juste qu'elles sont plus nombreuses à taper contre la paroi, donc ça augmente la valeur de la pression. Je voudrais vraiment que vous reteniez ça. Si vous avez compris ce principe physique-là, ça va vous simplifier la compréhension de beaucoup de choses qui se situent en aval dans les explications. Ensuite, à partir de là, comment est-ce qu'on peut arriver à quantifier pour un gaz donné cette quantité d'énergie interne? Parce que là, on sait maintenant que ça évolue en fonction de la température. Ok, très bien. Sauf que, est-ce que c'est valable pour tous les gaz? Et là, pour le coup, on va prendre le contre-pied de la loi d'Avogadro. C'est-à-dire qu'autant la loi d'Avogadro, elle disait la composition chimique des molécules, on s'en fout un petit peu, autant pour ce qui est l'énergie interne, c'est pas du tout le cas. Alors, le résultat fondamental que je vous présente ici, sur lequel on se base, c'est ce qu'on appelle le théorème d'équipartition de l'énergie. Donc l'équipartition, c'est le processus qui dit que chaque molécule va disposer d'un certain nombre de degrés de liberté et que l'énergie dont elle dispose va se stocker équitablement dans chacun de ces degrés de liberté au fur et à mesure qu'on lui apporte l'énergie à cette molécule-là. Donc ça peut paraître un petit peu ésotérique, ça peut paraître un petit peu bizarre, qu'est-ce que c'est que ce genre de degré de liberté, etc. Je vous explique après. Par contre, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que même si cette hypothèse elle a l'air complètement théorique, lorsqu'on la traduit sous la forme d'un modèle, elle a des prédictions, elle donne une prédiction sur le résultat qu'on va obtenir, et lorsque ce résultat est comparé aux expériences, ça marche parfaitement. D'accord? Donc c'est un petit peu comme, j'en avais parlé lors de mon dernier cours, le fait que les états microscopiques de la matière soient équiprobables. Ça peut paraître un peu, on dit mais pourquoi c'est équiprobable? En fait, on ne sait pas trop, c'est l'hypothèse la plus simple. Sauf que quand on maintient cette hypothèse la plus simple, cette hypothèse elle a des conséquences directes sur le résultat du modèle. Et du coup, si on change cette hypothèse-là, on n'obtient pas les mêmes résultats du modèle. Et bien quand on compare les résultats des modèles avec ce qu'on mesure en vrai, y compris avec des expériences extrêmement précises, eh bien, c'est le modèle qui correspond à une équiprobabilité des états microscopiques qui donne le meilleur résultat, et qui donne un résultat qui est vraiment conforme à l'expérience. Et bien là, pour l'équipartition, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir ces degrés de liberté qui sont disponibles pour chacune des molécules. Ça peut paraître un peu bizarre de dire elles vont stocker l'énergie dans chacun de ces degrés de liberté, et surtout elles vont la stocker de façon équitable. Pourquoi est-ce qu'elles stockeraient autant dans un sens que dans l'autre? Enfin, c'est quand même un petit peu étrange. Eh bien, si on change ces hypothèses-là et qu'on dit il n'y a pas équipartition, on a plus en rotation qu'en translation, etc., on obtient une modification sur le résultat du modèle qui convient plus du tout à l'expérience. Et ce qui marche avec l'expérience, c'est le fait que ce soit équiréparti. Voilà. À quoi ça correspond? Donc là, pareil, je reviens à ma molécule. On va considérer ce qu'on appelle un gaz monoatomique. Donc encore une fois, hélium, hydrogène, argon, krypton, néon, xénon, bref, tous les gaz nobles. Tous les gaz dont les couches électroniques sont parfaitement remplies et qui du coup n'ont pas besoin de copains, ils se combinent avec personne. Tranquille. Quel est le degré de liberté que peut stocker une molécule comme ça? En fait, il n'y en a pas 30 000, il n'y en a que 3. Elle ne peut arriver à bouger que en translation. C'est-à-dire que, je vais essayer de me mettre dans l'axe. Vous avez un degré de liberté comme ça. Elle peut bouger dans la direction verticale, elle peut bouger dans la direction horizontale, elle peut bouger dans la profondeur. La profondeur, vous la voyez un peu moins. Mais en gros, vous avez 3 directions de l'espace et elle ne peut bouger que dans ces 3 directions de l'espace. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle des degrés de liberté. D'accord? Et une molécule, un atome, un gaz atomique, donc un gaz monoatomique, ne peut stocker de l'énergie que dans 3 directions différentes.
D'accord? Et la conséquence de ça, c'est que lorsque je veux arriver à quantifier l'énergie qui est contenue pour un niveau de température donné, eh bien ça va s'écrire 3 demi de grand R. D'accord? Donc l'énergie interne à un niveau de température donné, elle est proportionnelle à ce niveau de température via un nombre de degrés de liberté qui est en fait donné par la nature de la molécule. D'accord? Donc ça veut dire que dans un gaz monoatomique, on n'aura que trois moyens différents d'arriver à stocker de l'énergie. C'est tout. Et automatiquement, pour la même quantité d'énergie, ça veut dire que par rapport à des molécules qui ont plus de degrés de liberté, eh bien, ces gaz-là ont tendance à chauffer plus. Parce que du coup, ils vont stocker beaucoup plus. Il y aura les degrés de liberté en fait vont se remplir beaucoup plus facilement et du coup, on va augmenter beaucoup plus l'agitation moléculaire en faisant comme ça qu'avec des gaz qui disposent de plus de degrés de liberté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz avec plus de degrés de liberté? Je reviens à mes petites boules. Diatomique. Diatomique, c'est ça. Donc, azote, oxygène, hydrogène, etc., etc. D'accord? Il y a beaucoup de gaz diatomiques. Qu'est-ce qu'il a comme degré de liberté, ce gaz-là? Eh bien, il a ça, ça, ça. Effectivement, la molécule, elle peut aussi se déplacer comme ça dans les trois directions de translation. Ça marche très bien, elle a au moins 3 degrés de liberté. 3, comme ça. Sauf que, qu'est-ce qu'elle a en plus? Elle a aussi des rotations possibles. Elle peut faire ça, ou elle peut faire ça. D'accord? Là, vous avez 2 degrés de rotation. Elle n'a pas de... il ne sait jamais sur des rotations sur l'axe. À partir du moment où la molécule est symétrique, elle ne stocke pas d'énergie. Alors ça peut paraître bizarre, pourquoi elle ne stocke pas symétrique? Ben, je reviens à l'explication d'avant, hein. Ça veut dire que si on viole cette hypothèse-là et qu'on dit qu'on peut stocker en rotation comme ça nous donne un modèle avec un résultat prédictible et quand on compare les prédictions avec l'expérience, ça colle pas. Donc on sait bien que cette hypothèse-là, c'est pas ce qui fonctionne. Donc comment est-ce que ça marche un diatomique? Un diatomique, il a 5 degrés de liberté. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Voilà. Donc du coup, vous augmentez les degrés de liberté. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour un même nombre de molécules d'un gaz diatomique, si vous lui apportez la même quantité de chaleur, donc par exemple vous augmentez son énergie interne, eh bien sa variation de température va être plus faible. Parce que ce qui se passe, c'est que la même quantité d'énergie, elle pourra la distribuer. Vous imaginez que vous avez des sacs, on vous donne plein de trucs à trimballer, et puis ceux qui s'appellent les monoatomiques, ils ont 3 sacs, et ceux qui s'appellent les diatomiques, ils ont 5 sacs. Et bien automatiquement, ceux qui ont 3 sacs, ça sera beaucoup plus rempli que ceux qui en ont 5. Et du coup, l'énergie, la molécule diatomique, elle va pouvoir répartir l'énergie dans 5 sacs différents. Donc en gros, bah, elle sera moins chargée. Donc en termes d'image, ça veut dire qu'elle aura une température qui est plus faible. D'accord? Pour le même apport de chaleur. Donc on stockera à quantité de molécules identiques plus d'énergie à l'intérieur d'un gaz diatomique que d'un gaz monatomique pour le même niveau de température. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qui se passe ensuite quand on augmente encore la complexité de la molécule? Et ben là, vous pouvez vous retrouver typiquement avec, on va dire, du triatomique. Alors après, ça devient un peu plus compliqué. Euh, mais ce qui se passe en gros, si je reprends, alors voilà, ça c'est, on va dire que c'est du dioxyde de carbone, d'accord? Ça c'est un carbone et ça c'est deux oxygènes. Et ben là, pour le coup, il y a plus de degré de liberté. Il y a plus de, pardon, de symétrie. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver avec 1, 2, 3, attention, je vais essayer de pas tout béner, 4, 5, attends, 1, et j'en ai oublié un, attends, hop, hop, ah oui, et ça. Ah, bref, il y a 6 degrés de liberté. À partir du moment où votre molécule est absolument pas symétrique, je crois que c'est vraiment la vidéo de l'année ça. À partir du moment où votre molécule n'est absolument pas symétrique, elle a forcément 3 translations et 3 rotations, au moins. Donc elle se retrouve avec 6 degrés de liberté. Donc encore une fois, une molécule comme ça, du CO2, je sais pas moi, du SO2, du méthane. Un méthane c'est encore plus, il y en a une de plus. Il faudrait que j'aille piquer encore un autre jouet à ma fille. Mais pour arriver à faire 2, pour arriver à faire un carbone et 4, et 4 hydrogènes, pardon. Donc à partir du moment où votre molécule n'a plus aucun axe de symétrie, elle a au moins 3 degrés de liberté. Alors pourquoi je dis au moins? C'est parce que ce qui va se passer, c'est que quand on va augmenter l'énergie interne, il va y avoir un degré de liberté supplémentaire qui va apparaître que je ne peux pas faire avec ces jouets-là, qui correspond en fait à une vibration. Donc là, on va rajouter de la vibration. Alors comment ça se traduit en pratique? Donc si je passe au truc suivant, alors je vous montrerai juste après pour l'histoire des vibrations. Comment est-ce que ça se traduit de façon concrète? C'est via un paramètre spécifique au gaz, du coup, qu'on appelle la capacité thermique spécifique à volume constant. Alors je reviendrai sur cette histoire de volume constant. Juste pour l'instant, retenez que cette capacité thermique, on peut l'exprimer sous forme massique ou on peut l'exprimer sous forme molaire. Vous vous souvenez, hein,
souligné, pas souligné, et que ces proportionnalités ici permettent d'avoir une expression de l'énergie interne en fonction de la température. D'accord? Donc j'ai traduit ici en bas. Vous avez une variation d'énergie interne de votre gaz dans une plage de température limitée. Je vais juste expliquer ça juste après. Et du coup, cette quantité d'énergie interne qu'on va pouvoir potentiellement apporter à une quantité de gaz, elle va être proportionnelle à la quantité de matière, donc soit en masse, soit en quantité molaire, a une propriété spécifique du gaz qu'on appelle la capacité thermique spécifique à volume constant, CV, et à la variation de température. Parce que la variation de température, c'est ce qui représente l'agitation moyenne des molécules à l'intérieur du gaz. Alors pourquoi est-ce que je parle de ces degrés de liberté un petit peu différents? Et surtout de ces plages de température limitées. Toutes les règles qu'on va voir là, et c'est celles qu'on appliquera aussi quand on sera en TD, quand on fera des calculs de compression, elles sont rigoureusement valables uniquement pour des plages de température qui sont relativement réduites. D'accord? Donc là, je prends un exemple tiré d'un bouquin sur H2. Donc H2, je reviens, c'est ça. D'accord? Vous vous retrouvez avec votre molécule diatomique. Moi, ce que je vous ai dit, c'était que la molécule diatomique, dans la condition de température à peu près usuelle, elle a 5 degrés de liberté. Alors effectivement, c'est ce qui va correspondre en fait à la zone qui se trouve ici sur le graphe. Vous voyez, au niveau température, ici 100, ça fait un peu froid, 200, 300 Kelvin. Voilà, vous êtes aux alentours du zéro. Donc en gros, dans les gammes de température qui nous concernent, eh bien, on est typiquement dans la gamme dans laquelle on a 5 degrés de liberté. Ça, c'est expérimental, hein. C'est tiré de résultats expérimentaux. Ça. Enfin, c'est extrapolé, on va dire. Et donc, du coup, dans notre gamme de température là, on a bel et bien 5 degrés de liberté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a 5 degrés de liberté. Par contre, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on abaisse, par exemple, la température? Eh bien, assez paradoxalement, quand on abaisse la température, mais vraiment très très bas, hein, parce que là, vous voyez, on est à 100 Kelvin, 10 Kelvin, on est 10 degrés au-dessus du degré absolu, donc du zéro absolu, ça commence à faire super froid. Eh bien, en fait, quand on ralentit les molécules, elles ne stockent quasiment plus rien en rotation. Elles se contentent juste de faire ça. Même les molécules diatomiques, hein, elles vont juste avoir ces 3 degrés de liberté-là, jusqu'à ce qu'on arrive à la proximité du zéro absolu, où là on commence à avoir des comportements qui sont franchement bizarres. Ce qui se passe au contraire quand on augmente la température, et bien là quand on augmente la température, en fait ce qui se passe c'est que les molécules vont se mettre à vibrer les unes par rapport aux autres. Et là on va stocker encore plus d'énergie, mais qui est due à ce phénomène de vibration. Mais là vous voyez, l'effet des vibrations sur de l'hydrogène, il apparaît au-delà de 1000 Kelvin. Donc 1000 Kelvin, c'est 730 degrés, quelque chose comme ça. Et on commence à avoir quelque chose qui commence vraiment à être important quand on commence à être typiquement dans les températures de flamme. Quand on commence à avoir des flammes, notamment les flammes hydrogènes qui sont à très haute température, et bien dans les flammes hydrogènes, on atteint un tel niveau de température que là, on est obligé de tenir compte du fait qu'on va aussi stocker un peu d'énergie par les mouvements de vibration et pas seulement par rotation, translation. Tout ça pour dire que quand on va utiliser la loi delta U mCV delta T, ou N fois le CV molaire fois delta T, ça n'est toujours valable que dans une gamme de température relativement réduite, mais qui correspond à peu près à chacune des applications que nous, on va considérer. Pourquoi à volume constant? Là, je vais tenter de faire en quelques minutes une espèce d'opération de déminage. À partir du moment où on parle de capacité thermique à volume constant, c'est parce qu'on la mesure à volume constant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est valable uniquement à volume constant. Alors j'illustre mon phénomène. J'ai mon volume de gaz qui est ici. Je l'ai enfermé dans une boîte à volume constant, pas de possibilité de variation de volume. Je mesure la température et je lui apporte de la chaleur. Donc en pratique, à calorimètre, c'est un truc un peu plus compliqué. Mais représentons ça comme ça. Ça veut dire que je mets au contact de quelque chose qui est légèrement plus chaud. Il y a de la chaleur qui va arriver. Et cette chaleur qui va arriver aura tendance à augmenter la température du gaz. D'accord? Je connais la masse de gaz. Et du coup, si je veux déterminer cette fameuse capacité thermique, c'est-à-dire la façon dont la capacité que le gaz a à stocker de la chaleur par rapport à sa variation de température, eh bien avec cette expérience-là, ce qui est très simple, c'est qu'en appliquant uniquement le premier principe, en considérant que comme j'ai pas de variation de volume, j'ai pas de travail, eh bien la variation d'énergie interne, c'est directement la quantité de chaleur. Et du coup, si je veux déterminer ma capacité CV, eh bien je rapporte juste la quantité de chaleur à m fois delta T et j'obtiens le CV. Donc on détermine expérimentalement la valeur de cette capacité thermique à volume constant. C'est comme ça qu'on l'obtient. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut l'utiliser qu'à volume constant. D'accord? Ça, c'est une question qui revient souvent. On se retrouve avec des variations de volume et j'ai des fois des étudiants qui me disent mais je ne comprends pas, c'est pas à volume constant, on utilise quand même le CV. On s'en fout. D'accord? Le CV, on verra que c'est juste quelque chose qui est lié à l'énergie interne. Et l'énergie interne, c'est quand vous avez un système qui est fermé. À partir du moment où votre quantité de gaz est enfermée à l'intérieur d'un volume donné, que ce volume varie ou pas, ça n'a aucune importance. Tant que la quantité de gaz est constante, alors c'est l'énergie interne qui représente l'énergie du gaz. Et alors, pour le relier à la température, on utilise la capacité spécifique à volume constant. C'est juste ça. Je vous montrerai juste après comment est-ce que ça se passe pour les capacités à pression constante, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Quand c'est à volume constant, c'est que ça a été calculé à volume constant, déterminé expérimentalement à volume constant. Mais ça ne veut surtout pas dire qu'on ne doit l'utiliser qu'à volume constant.
J'avance. La capacité thermique à pression constante maintenant. Donc, c'est calculé, c'est déterminé de façon très très proche de la capacité à volume constant. Donc je prends mon volume de gaz ici, je l'enferme dans un volume, mais cette fois-ci un volume qui est variable. Même chose, j'apporte de la chaleur depuis le milieu chaud, je mesure l'augmentation de température. Qu'est-ce qui va se passer en pratique? Lorsque je vais recevoir de la chaleur de l'extérieur, mon gaz, comme il reçoit de la chaleur, il va avoir son énergie interne qui a tendance à augmenter, et du coup il va tendance à produire du travail, donc il va pousser. Donc en fait il va se dilater. D'accord? Et s'il se dilate, il produit du travail, et du coup la variation d'énergie interne qu'on mesure en température n'est pas la même. Parce que du coup, la quantité de chaleur, il y en a une partie qui part sous forme de travail et il y en a une partie qui sert à faire de l'augmentation de l'énergie interne. Traduction pratique de ça, donc je ne reviens pas sur l'équation mathématique, elle est détaillée ici, c'est toujours en se basant sur le modèle du gaz parfait. Eh bien, vous allez vous retrouver avec une absorption de chaleur, donc une variation d'énergie interne, moins travail, parce que là il y a du travail. En tout cas, l'apport de chaleur, lui, il va être proportionnel à la température aussi via la masse et via une autre capacité qu'on appelle la capacité thermique spécifique à pression constante. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est déterminée à pression constante. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on fait la mesure, eh bien, cette capacité thermique à pression constante, elle est supérieure à la capacité à volume constant. C'est-à-dire que si vous laissez vous appliquer une même variation de température à votre gaz, vous dites je vais échauffer mon gaz de, mettons, 10 degrés, je le fais en gardant le volume constant ou je le fais en laissant le volume varier, je vais avoir besoin de plus de chaleur si je le fais à volume variable qu'à volume constant. Pourquoi? Parce que la différence entre les deux, ça sera juste le travail qui correspond à la dilatation, l'énergie nécessaire au gaz pour arriver à juste augmenter son volume en face de la pression atmosphérique. Et ça, mathématiquement, ça se traduit par la relation qui est en bas, qu'on appelle la relation de Mayer. Et en fait, on peut arriver à montrer assez facilement, encore une fois dans le cas d'un gaz parfait, que la différence entre la capacité thermique spécifique à pression constante et son homologue à volume constant, c'est la constante spécifique massique du gaz. C'est juste ça. Du coup, conséquence de ça, cette constante spécifique massique du gaz, petit r, physiquement, comment est-ce qu'elle s'interprète? Eh bien, c'est juste la capacité qu'a un gaz à se dilater lorsqu'on lui applique du travail. D'accord? Quand je lui applique de la chaleur, pardon. Vous apportez de la chaleur à votre gaz, il va plus ou moins se dilater si vous le laissez à pression constante. Eh bien, les gaz qui disposent d'un R plus important auront tendance à se dilater plus, et les gaz qui ont tendance qui ont une constante R plus faible, eux, ils vont se dilater un peu moins. Processus de compression détente. De quoi est-ce que je parle? Dans un premier temps, je vais parler de gaz de quantité fermée, de système fermé, c'est-à-dire de masse de gaz qui sont constantes. Je vais supposer que ma masse de gaz est constante et que ce gaz peut être représenté à l'aide du modèle du gaz parfait. Attention, cette hypothèse-là n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Là, je le fais parce que c'est plus simple, mais on peut très bien considérer dans des modèles de compression thermodynamique le fait que le gaz ne soit pas un gaz parfait. Et typiquement, si vous vous intéressez aux étages de compression qui fournissent par exemple de l'hydrogène à 300 bars pour remplir des bouteilles, les derniers étages de compression, très clairement, le gaz ne sera pas du gaz parfait. Et on peut quand même le considérer, on a des modèles qui permettent de faire ça. C'est juste que moi, je vais rester sur le gaz parfait parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle thermodynamique? Donc le modèle thermodynamique, c'est le modèle qui va nous permettre de déterminer en pratique quelle est la quantité d'énergie mécanique qu'on va devoir fournir à un gaz pour augmenter son niveau de pression. On a besoin très pratiquement de la quantité de travail mécanique qui est nécessaire pour comprimer le gaz. Si on veut le faire via la thermodynamique, on est obligé de passer par trois hypothèses fondamentales. D'accord? La première, c'est que vous n'avez pas d'effet d'inertie du piston. Donc en gros, on va s'intéresser uniquement au volume de gaz en lui-même et on va supposer que le piston se déplace suffisamment lentement pour que quand le gaz pousse le piston, il ne paye pas pour l'inertie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez un gaz, vous avez un piston qui est à l'arrêt et que vous devez le pousser un petit peu, ben évidemment, il va y avoir une pression. La pression qui va se traduire sous forme de travail, ça c'est vrai, mais vous allez aussi devoir payer pour mettre en mouvement votre piston, payer pour l'inertie, d'accord? Et du coup, cette force-là, on ne compte pas l'effet d'inertie des pièces en mouvement. Donc on verra, ça revient en gros à considérer que le mouvement est infiniment lent, mais je vous montrerai comment est-ce qu'on retombe sur nos pieds plus tard, d'accord? Donc pas d'effet d'inertie. On suppose qu'on n'a pas d'effet de frottement entre le cylindre et le piston. Alors ça, à la limite, ça peut se prendre en compte. Il y a des modèles qui existent qui ne sont pas nécessairement ultra compliqués, donc ça c'est un truc qu'on peut prendre en compte. Et puis la troisième hypothèse, c'est qu'on ne crée pas d'onde acoustique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde acoustique? C'est qu'en gros, quand vous avez votre piston qui se déplace un peu vite, il va créer une perturbation de pression, et cette perturbation de pression va se déplacer dans le gaz. Et elle aura tendance à, on va dire, en gros, je ne suis pas prof d'acoustique, hein, mais elle va rebondir au fond du piston, elle va revenir, et du coup vous allez avoir des variations de pression à l'intérieur du gaz. Qu'est-ce que ça signifie? Pas d'onde acoustique, en pratique, c'est que vous considérez que la pression à l'intérieur de votre gaz, elle est homogène. D'accord? Et ça revient à quoi? Eh bien, ça revient à considérer que la compression, elle est infiniment lente. À partir du moment où votre compression est infiniment lente, vous n'avez pas d'effet d'inertie, parce que la variation, la quantité de mouvement du piston, elle est négligeable. Vous avez très peu d'effets de frottement, parce que les effets de frottement, on sait que l'intensité de ces effets de frottement, il est proportionnel au mieux à la vitesse, si on est en frottement solide lubrifié, ou
au carré de la vitesse si on est en frottement fluide. D'accord? Ça, vous avez vu, quand on a des problèmes de couche limite, on est plutôt sur le carré de la vitesse. Bref, dans tous les cas, quand vous diminuez la vitesse, vous allez diminuer l'intensité du frottement. Et puis si vous diminuez la vitesse, vous allez aussi diminuer les perturbations dans le gaz, donc vous n'aurez pas d'onde acoustique. Ça, c'est vraiment les hypothèses fondamentales qu'on utilise pour faire les calculs par la suite. Et en pratique, beaucoup de gens utilisent ces hypothèses-là pour une raison toute simple, c'est que ne pas utiliser cette hypothèse-là, ça vous fait rentrer dans des calculs qui sont d'une très grande complexité. D'accord? L'ordre de complexité, c'est de dire le moins complexe, c'est le frottement. On rajoute un coefficient de frottement, on surestime un peu la force. Bon. Si on a les coefs de frottement, ça doit être jouable. Niveau supérieur, c'est quand il faut prendre en compte l'inertie du piston, parce que là, il faut un modèle mécanique de l'ensemble de la machine. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Il faut toutes les infos aussi, ça c'est important, il faut que vous ayez les infos. Et puis évidemment, le modèle, l'hypothèse la plus complexe, la plus onéreuse en termes de temps, c'est les ondes acoustiques. Si vous commencez à considérer que vous avez des ondes acoustiques que vous créez dans votre gaz, alors là, les calculs deviennent affreusement complexes. Donc nous, on va rester sur les hypothèses purement thermodynamiques. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que à chaque fois que je diminue le volume, je vais augmenter la pression et que du coup, le travail que je vais devoir fournir, c'est uniquement celui qui est créé par la force de pression. C'est le travail des forces de pression. C'est uniquement ce travail-là, c'est pas autre chose. C'est pas le frottement, c'est pas l'inertie, c'est pas les ondes acoustiques. Mathématiquement, ça veut dire que je vais devoir intégrer sous la courbe. Je vais devoir intégrer la pression. Pourquoi? Alors là, vous l'avez l'explication ici sur mon petit schéma à droite. Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand je me déplace un tout petit peu mon piston là, je vais tendance à légèrement augmenter la pression. Donc effectivement, le PDV, dans ce cas-là, la valeur absolue, c'est l'air coloré. Sauf que si je redéplace encore un peu, je vais partir d'un niveau de pression supérieur. Et au fur et à mesure que je diminue le volume, je vais augmenter la pression. Donc comme la pression dépend du volume, eh bien, automatiquement, si vous voulez calculer le travail total, vous êtes obligé de passer par une intégrale. On verra quand même, notamment en TD, que dans certains cas, on peut arriver à simplifier ça. Qu'est-ce que c'est? Quel est le principal modèle qu'on va utiliser pour décrire le comportement de nos compressions? Donc, ce modèle-là, on va voir qu'on va le décliner sous différentes formes, c'est ce qu'on appelle la loi polytropique. Donc, la loi polytropique, c'est un modèle fondamental qui permet de décrire la thermodynamique des phénomènes de compression et de détente. Je vais parler beaucoup de compression aujourd'hui, mais c'est parfaitement symétrique pour la détente. Ne vous inquiétez pas, on traitera la détente en TD de façon tout à fait équivalente. Il se base sur quelle hypothèse? La première chose, c'est qu'on va supposer que vous avez à chaque fois que vous envoyez du travail, que vous avez une quantité de travail qui est apportée parce que vous poussez votre piston, eh bien vous allez potentiellement rejeter de la chaleur en quantité proportionnelle à ce travail. Et ça, c'est une hypothèse forte, parce que ça signifie que à chaque fois que vous allez pousser votre piston, vous fournissez 1 joule de travail, eh bien la quantité de chaleur que vous pouvez potentiellement échanger, elle sera proportionnelle à ce joule de travail que vous allez injecter. Et ça tout au long de la compression. Alors qu'en pratique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous le verrez quand vous ferez les travaux pratiques sur le compresseur. Votre compresseur à piston, il est relativement chaud, ce qui fait que quand le gaz il arrive à l'intérieur, quand il est aspiré au début, qu'il rentre dans le cylindre est chaud, il aura tendance à chauffer le gaz, donc le gaz va être chauffé. Et puis au fur et à mesure que le piston va commencer à le comprimer, on va augmenter la température du gaz, et on va atteindre un certain point où la température du gaz va être supérieure à la température du cylindre. Donc là, au contraire, le gaz il aura tendance à chauffer. D'accord? Et en fait, le résultat final, c'est un équilibre de tout ça. Et de ça, on tire ce qu'on va appeler un exposant polytropique, j'expliquerai juste après, moyen. Mais en fait, les phénomènes physiques à l'intérieur, ils sont beaucoup plus complexes que ça. Sauf que là encore, c'est des modèles compliqués, ça prend du temps à résoudre et surtout, ça nécessite beaucoup d'informations. Il faut vraiment que vous reteniez ça. Un modèle complexe, c'est du temps pour le faire tourner, mais c'est surtout des informations. Et très souvent, même quand on a les capacités, même quand on a les compétences, même quand on a la puissance de calcul, on ne se lance pas dans un modèle compliqué parce qu'on n'a pas les infos. On n'a pas les coefs, on n'a pas tous les paramètres qu'il nous faut pour faire le calcul. Donc on se rabat sur une solution plus simple. Je reviens sur ma loi polytropique. Donc la loi polytropique, l'hypothèse fondamentale, c'est cette proportionnalité ici. Quand j'introduis cette proportionnalité dans l'expression du premier principe, je me retrouve avec un travail, avec une variation d'énergie interne, pardon, qu'on peut relier à un travail de compression, ici, d'accord, qui va être lié au PDV via cette loi-là, d'accord. Donc là, j'ai le delta W qui est fonction de PDV. Donc là, potentiellement, je peux intégrer. Je vous montrerai, pour ceux que ça intéresse, je peux faire une vidéo sur la démonstration, c'est pas un calcul très très compliqué. On obtient la loi polytropique. Comment est-ce que se traduit cette loi polytropique? On dit juste que le rapport de la pression finale à la pression initiale, c'est égal au rapport du volume initial au volume final à une puissance. Et cette puissance, c'est ce qu'on appelle le coefficient polytropique. D'accord? Cet exposant, c'est ce qu'on appelle l'exposant polytropique. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que ça se traduit, là vous avez vraiment, ça c'est ce qu'on appelle une loi de transformation, c'est-à-dire qu'à chaque moment, à partir du moment où vous respectez les hypothèses dont je viens de parler, vous avez toujours la possibilité, quand vous multipliez la pression par la puissance km du volume, de retomber toujours sur la même valeur. Donc ça vous permet de savoir ce que vous avez à la fin si vous connaissez ce que vous avez au début.
C'est une loi de transformation, c'est super important. Et du coup, ce coefficient K ici, eh ben, on voit qu'il va être dépendant de la nature du gaz. Alors pourquoi? Parce que ce gamma ici, je reviendrai dessus, c'est ce qu'on appelle l'exposant isentropique. Donc ça, c'est uniquement en fonction du gaz, hein. Vous voyez, le détail est ici. L'exposant isentropique, c'est le rapport de la capacité thermique à pression constante sur la capacité thermique à volume constant. Et puis, de ce paramètre-là, qui correspond à un échange moyen de chaleur entre le gaz et l'extérieur, ou en tout cas un ratio chaleur-travail. Donc celui-là, en règle générale, on le détermine expérimentalement, hein, parce qu'on ne peut pas le calculer comme ça théoriquement, ça c'est pas trop possible. Et du coup, quand on combine ces lois-là avec la loi du gaz parfait, on a, et c'est là que c'est intéressant, une variation de température en fonction d'une variation de volume. Alors là, vous avez vu, j'ai le volume brut, j'ai le volume spécifique, d'accord, volume spécifique massique, j'ai juste divisé par la masse, parce que la compression est fermée, donc la masse de gaz impliquée, elle est toujours la même. Et du coup, vous pouvez l'exprimer soit en volume, soit en volume spécifique, c'est exactement la même chose. Et après, vous vous retrouvez avec une variation relative de température, donc mon augmentation relative de température, elle va être liée à la diminution de volume avec la puissance K-1, et elle va être liée à l'augmentation de pression avec la puissance K-1 sur K. Ça, c'est la forme générale. Et ensuite, en fonction de la nature des échanges de chaleur qu'on aura entre la compression et l'extérieur, ou entre la détente et l'extérieur, évidemment, c'est symétrique, eh bien, on va retomber sur d'autres cas particuliers de compression sur lesquels je vais revenir après. Cette compression polytropique, du coup, maintenant que j'ai une expression qui me relie la pression et le volume, je peux l'intégrer. C'est pareil, je vous épargne les calculs, c'est pas très intéressant, de toute façon c'est que des maths. On se retrouve à la fin avec sous forme spécifique, donc le travail de compression divisé par la masse, combien je dois fournir de kilojoules de travail par rapport à des kilogrammes de gaz impliqués, qui s'exprime comme ça, donc on peut avoir cette forme-là qui est pas mal, qui nous dit que c'est la constante spécifique massique du gaz divisée par K-1 fois la différence de température entre le début et la fin de la compression. Température, variation de température qu'on peut déterminer à partir du moment où vous connaissez le coefficient K, hein, c'était juste ce qu'il y avait avant. Si vous connaissez la variation de volume ici et que vous connaissez le coefficient K, là vous avez la possibilité de déterminer la variation de température. Donc ces choses-là peuvent être soit déterminées a priori, soit mesurées. Vous verrez en TP, vous allez les mesurer pour retomber sur la valeur de K. Et du coup, qu'est-ce qu'elle me dit cette expression-là? C'est que je vais me retrouver avec un travail de compression qui va évoluer dans le même sens que trois paramètres différents. Donc ça veut dire que plus ces trois paramètres-là vont augmenter, plus votre travail de compression va augmenter, donc plus votre compression va vous coûter cher, ou réciproquement, plus ils vont diminuer, moins votre compression va vous coûter cher. Le premier, c'est le fait que votre gaz soit léger ou pas. D'accord? Donc ça veut dire que si vous augmentez la valeur de votre petit r, donc vous avez un gaz de plus en plus léger, eh bien pour la même masse de gaz, vous allez devoir augmenter la quantité de travail de compression. Pourquoi? Parce que pour la même gaz de gaz, si votre gaz est léger, vous avez plus de molécules. Voilà, donc si vous avez plus de molécules, eh bien, automatiquement vous allez devoir pousser plus fort pour arriver à aller faire atteindre le même niveau de pression à l'intérieur de votre chambre. Bon, de votre volume. L'autre chose, c'est la température. Plus un gaz est chaud, plus il va vous coûter en compression. Ça, c'est absolument fondamental du point de vue ingénierie. C'est la raison pour laquelle on refroidit au maximum les gaz à partir du moment où ils sont impliqués dans des compressions, que ce soit dans des compressions industrielles, que ce soit dans des machines frigorifiques, donc on en reparlera pour ceux qui sont concernés. Systématiquement, ce qu'on veut à l'entrée d'une compression, c'est un gaz qui soit le plus froid possible. Plus il est froid, moins il vous coûte cher. Plus vous comprimez un gaz chaud, plus il vous coûte cher. Et le troisième paramètre qui joue là-dessus, c'est ce qu'on appelle le rapport volumétrique. Donc on reviendra dessus, je vous montrerai pour ce qui concerne notamment les moteurs et les compresseurs. Le rapport volumétrique, c'est juste le rapport du volume initial au volume final. Donc mécaniquement, dans un moteur à combustion interne, ça va être le volume max sur le volume min. Donc c'est quelque chose qui est purement géométrique. En gros, plus vous augmentez ce ratio de volume, et plus potentiellement vous allez atteindre évidemment une pression élevée et une température élevée, mais ça va aussi vous coûter cher en termes de compression. D'accord? Donc retenez ça. Gaz léger, c'est plus cher à comprimer parce qu'il y a plus de molécules pour une même quantité de masse. Plus c'est chaud, plus ça coûte cher aussi à comprimer parce que vous partez d'une énergie interne qui est un peu plus élevée en fait. Et puis surtout, plus vous augmentez votre rapport volumétrique, mais là vous pouvez le faire pour atteindre un certain niveau de pression, plus ça vous coûte cher aussi en compression. Premier exemple de compression simplifiée, ce qu'on appelle la compression isotherme. Donc là, je vais faire l'hypothèse que mon paramètre psi ici, il vaut 1. Donc en gros, j'ai la même quantité de chaleur qui est rejetée que la quantité de travail qui est absorbée. Conséquence de ça, je n'ai pas de variation d'énergie interne. Donc je fais ma compression de façon isotherme. Donc si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué sur la pression, ça veut dire que je vais diminuer le volume, donc j'aurai une masse volumique de plus en plus importante. Par contre, l'agitation moléculaire, elle ne bouge pas. Les molécules ne se déplacent pas plus vite, elles sont juste plus nombreuses à taper sur le piston, c'est tout. Mais on y va suffisamment doucement pour que ça se passe comme ça. Ça, c'est la compression idéale. Elle va vous coûter le moins cher possible, c'est celle qui va avoir des travaux de compression les plus faibles, pour une raison toute simple, c'est que vous ne payez pas pour l'énergie interne.
parce que l'énergie interne, elle ne varie pas. Donc vous n'augmentez pas l'énergie cinétique des molécules. Vous vous contentez juste de les enfermer dans un volume de plus en plus petit, et ça, c'est ce qui vous coûte le moins cher. D'accord? Donc mathématiquement, comment est-ce que ça s'exprime? Ben là, c'est facile, un PDV avec voilà, P sur V, ça vous fait un logarithme, etc. Et à la fin, vous obtenez cette expression-là, quand on la fait sous forme spécifique. Encore une fois, c'est la constante petit r, ça ne change pas. La température, c'est la température d'entrée. Mais comme la compression ici isotherme, c'est aussi la température de sortie, donc c'est la température tout au long du processus. Et puis ici, le rapport volumétrique, lui, là, il est impliqué dans un logarithme. Mais dans tous les cas, si vous augmentez le rapport volumétrique, vous augmentez aussi son logarithme. Le logarithme, c'est une fonction croissante. Donc ça ne change pas. Donc ça, c'est l'expression du travail de compression isotherme. Si vous avez une certaine masse de gaz et que vous la comprimez à un certain niveau de température constant, vous allez avoir ce travail de compression ici, qui est en fait, encore une fois, le minimum de tous les travaux de compression, parce que vous ne payez pas pour l'énergie interne. Ça, c'est assez rare. En pratique, il faut arriver à comprimer lentement, il faut refroidir énormément, c'est un peu complexe. On essaie d'obtenir ce type de compression lorsqu'on fait de la production de gaz en grande quantité, par exemple, pour alimenter des réseaux, pour stocker du gaz sous forme de pression, etc., etc. Il y a une compression qui est beaucoup plus courante en pratique, et ça c'est pareil, vous allez vous en rapprocher quand vous ferez le TP, c'est ce qu'on appelle la compression isentropique. Qu'est-ce que ça signifie isentropique? Alors pourquoi isentropique? On va dire que dans un premier temps c'est adiabatique, d'accord? Il n'y a pas d'échange de chaleur. Pourquoi? En pratique, c'est parce que vous allez tellement vite que vous ne laissez pas le temps au gaz d'échanger de la chaleur. Et c'est souvent ce qui se passe. Dans un moteur à combustion interne, même si le moteur en lui-même il va chauffer, ce phénomène d'échauffement, il va être dû majoritairement à la combustion, qui va faire que vous avez une partie de la chaleur qui va en fait partir à l'extérieur et qui ne va pas servir à augmenter l'énergie interne du gaz. Et puis, dans une moindre mesure, au frottement du piston sur le cylindre. Mais ça n'est pas nécessairement la chaleur qui est due à la compression du gaz qui va venir chauffer les parois, ou alors dans des conditions, dans des proportions qui sont assez faibles. Quand vous calculez les températures de sortie, température de fin de compression, par rapport à la température d'entrée, et que vous comparez ça avec ce que vous avez dans une compression idéale isentropique, vous tombez sur des fois des niveaux de température qui sont très proches. Donc c'est vraiment proche de ça. Quand il y a un rejet de chaleur, ce n'est pas nécessairement dû au phénomène de compression. Donc à partir du moment où ça va vite, eh bien à ce moment-là, vous n'avez pas d'échange de chaleur possible. Donc ça veut dire que votre coefficient psi ici, il vaut 0. Et dans ces cas-là, le coefficient polytropique, il revient à l'exposant isentropique ici. Et du coup, vous vous retrouvez avec une loi que ceux qui ont fait déjà le thermo l'ont déjà vu, c'est ce qu'on appelle la loi de Laplace. Et en fait, la loi de Laplace, donc le PV puissance gamma égale à une constante, c'est juste un cas particulier de la loi polytropique dans le cas où on suppose qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc le ratio travail-chaleur, il est toujours constant, c'est juste que maintenant c'est 0. Et puis du coup, quand on veut calculer ce travail de compression, et bien là j'aurais tendance à dire c'est encore plus simple, c'est beaucoup plus simple, moi, je vous conseille de le faire comme ça. À partir du moment où vous n'avez pas d'échange de chaleur, le travail de compression, c'est juste la variation d'énergie interne. Et donc du coup, ça veut dire que ça peut s'écrire dans la gamme de température qui nous concerne, M fois CV fois delta T. Attention, c'est un CV. D'accord? Le système, il est fermé, vous avez toujours la même masse de gaz. Et donc, du coup, quand vous comprimez, vous n'avez pas d'échange de chaleur. Du coup, le seul moyen d'augmenter l'énergie interne, c'est le travail de compression. Et du coup, ce travail de compression, bah, il est égal à la variation d'énergie interne. Et si vous connaissez votre gaz, vous avez le CV, vous connaissez la masse, vous multipliez par le delta T, vous avez ce qui correspond à votre variation d'énergie interne. Pour le rapport de température, vous voulez déterminer la température finale par rapport à la température initiale. Bah, c'est exactement la même loi que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir un coefficient K qui est un exposant polytropique, vous avez votre exposant isentropique ici. Processus ouvert. Alors je vais prendre un tout petit peu de temps. Qu'est-ce qui se passe dans un processus ouvert? Parce qu'en fait, une machine, elle est toujours ouverte. Une machine entièrement fermée. Alors si, il y a des cas qui existent, c'est les moteurs Stirling, les moteurs Ericsson, mais ça, on ne traitera pas forcément. Dans la majeure partie, dans toutes les applications que nous, on considérera, on va avoir des systèmes qui sont ouverts. Ça signifie, si je me concentre sur la partie ici en bas à droite, qu'à un moment donné, je vais devoir aspirer du gaz. Donc je vais avoir une phase d'aspiration. Donc j'aspire le gaz à l'intérieur, mon piston il descend, donc il aspire le gaz à l'intérieur. Ensuite, il le comprime. Et quand j'arrive à un certain point, alors on verra que dans les moteurs à combustion interne, ce point-là, il est fixe, il est uniquement géométrique. C'est quand on arrive au bout qu'on ouvre les soupapes et en gros on relâche la chaleur. Et puis dans les compresseurs à piston, donc ça c'est ce qu'on fera à partir de cet après-midi en TD, on verra que là par contre c'est le niveau de pression auquel on refoule qui va fixer le niveau, le volume auquel on commence à repousser le gaz à l'extérieur. Mais dans tous les cas, on va avoir une phase d'aspiration, une phase de compression et une phase de refoulement. Donc en plus du travail de compression qui consiste à diminuer le volume pour augmenter la pression sur les parois, il y a le travail de hop hop hop, venez messieurs dames, allez on rentre, et puis une fois qu'on a fini la transformation, c'est bon, allez, maintenant c'est fini, il faut partir. Eh bien ces travaux-là d'aspiration et de refoulement, c'est ce qu'on appelle des travaux de transvasement. Et ce qui fait la distinction entre un système fermé et un système ouvert, c'est le fait qu'on est obligé de prendre en compte les travaux de transvasement lorsqu'on est dans un système ouvert. À une nuance près,
vous verrez quand on fera les moteurs à combustion interne, c'est qu'en fonction des phases de fonctionnement, on peut se retrouver avec des phases qui sont ouvertes ou avec des phases qui sont fermées. Donc on verra que dans un moteur à combustion interne, la phase d'aspiration, c'est une phase qui est ouverte, donc là on aura un vrai travail de transvasement. Par contre, à partir du moment où on fait, sans rentrer dans les détails, la majeure partie de la phase de compression, on la fait de façon fermée, c'est-à-dire que schématiquement, c'est un peu plus compliqué que ça en pratique, mais schématiquement, on va imaginer qu'une fois que le volume, que tout le gaz est rentré, on ferme les portes, donc on coupe la soupape d'admission, et là on se met à comprimer. Et du coup, la phase suivante de compression, elle est fermée. Et du coup, on fera le calcul avec l'énergie interne. D'accord? Faut vraiment, dans ces cas-là, c'est vraiment un fonctionnement séquentiel. Par contre, il y a certains processus, je reviendrai dessus, ça sera le dernier coup quand on fera les turbines gaz, des processus de compression qui sont ouverts, où là par contre c'est tout le temps ouvert. En fait, on ajoute de l'énergie cinétique qu'on transforme sous forme de pression. Et donc du coup, on a un truc en continu, avec du gaz qui est aspiré d'un côté à basse pression et qui est refoulé de l'autre côté à haute pression. Là, par contre, c'est pas séquentiel. Et du coup, quand on fait le bilan énergétique, là, on a bel et bien un travail de transvasement et un travail de refoulement. Et du coup, on est obligé de prendre en compte le côté ouvert. Comment ça se traduit en pratique? Eh bien, vous l'avez ici. Le travail de compression ici, il est toujours égal à la variation d'une grandeur d'état moins la chaleur rejetée, sauf que cette fois-ci, la grandeur d'état n'est plus l'énergie interne. C'est un truc qu'on appelle l'enthalpie. Donc je reviendrai dessus. L'enthalpie, c'est l'énergie du gaz à partir du moment où votre gaz évolue comme un système ouvert. C'est quand vous prenez en compte l'énergie non seulement qui est nécessaire, qui est contenue dans le mouvement des molécules, donc l'énergie interne, ça elle reste. Par contre, vous prenez aussi en compte le fait que vous avez la possibilité de pouvoir fournir de l'énergie pour faire varier son volume. Donc pour l'aspirer, pour le rejeter, etc. Et ça, c'est ce qui va se traduire dans le terme de l'enthalpie par le produit PV qui est ici. Donc l'enthalpie, c'est ce qui va caractériser l'énergie des fluides, des gaz très souvent, qui sont impliqués dans des systèmes ouverts. D'accord? Je vais faire le lien juste après. C'est lié au CP, donc la capacité à pression constante. Par contre, ça ne veut pas dire que l'enthalpie ne concerne que des systèmes à pression constante, hein. Ça, c'est pas vrai. C'est des systèmes ouverts. Donc, fermé, énergie interne, ouvert, enthalpie. Tout le reste des relations est exactement le même. Si vous voyez un peu ici, vous vous retrouvez avec la variation, le quantité de travail qui est échangé, et bien au lieu d'être la variation d'énergie interne moins la chaleur, comme ça serait le cas dans un système fermé, c'est la variation d'enthalpie moins la chaleur parce que c'est un système ouvert. Donc en gros, on retient que quand on passe de système fermé à système ouvert, on remplace l'énergie interne par l'enthalpie, et donc on va aussi remplacer en fait le CV par le CP. Pourquoi? Si je reviens à mon gaz parfait, mais que j'imagine qu'il va travailler à pression constante, parce que je laisse son volume bouger, je reprends exactement la même manip que j'ai fait tout à l'heure pour déterminer le CP. Eh bien, ce que je vois apparaître, c'est que je peux exprimer la quantité de chaleur qui est absorbée par le gaz comme la variation d'une grandeur d'état, d'une grandeur qui ne dépend que de l'état du gaz à un instant donné, et cette grandeur, comme par hasard, c'est l'enthalpie. D'accord? Et du coup, quand on veut définir cette enthalpie-là et qu'on veut la relier à la température, eh bien, on le fait via un CP. D'accord? Donc la variation d'enthalpie, elle est proportionnelle à la variation de température pour une quantité de matière donnée. Le coefficient de proportionnalité étant la quantité de matière impliquée, ça pour le coup, pas de problème, et ce fameux CP, qu'on a déterminé à pression constante. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait des calculs d'enthalpie uniquement à pression constante. Si vous aviez compris ça d'un cours précédent, c'est pas bon, c'est pas vrai. L'enthalpie, c'est les systèmes ouverts. Et les systèmes ouverts, on a besoin de faire le calcul en enthalpie, et le lien entre l'enthalpie et la température, c'est le CP. Et il se trouve que le CP, quand on veut le mesurer, eh bien on le mesure plutôt à pression constante. Mais ça ne veut pas dire que l'enthalpie ne concerne que des systèmes à pression constante. D'accord? Ne faites pas cette confusion-là, s'il vous plaît. Dernier petit détail, je reviens un tout petit peu sur le transparent d'avant. Il reste un terme ici qui en fait qui correspond à peu près au volume mort, que nous on ne prend pas nécessairement en compte de façon explicite quand on fera les systèmes. Et en plus vous verrez plus tard, notamment quand on fera les gros compresseurs et les grosses turbines, que c'est des systèmes qui ne sont pas volumétriques, donc il n'y a pas de volume mort. Donc du coup ce terme-là disparaît. En règle générale, on le néglige ou en tout cas il apparaît de manière un petit peu détournée dans les différents calculs. D'accord? Et puis j'ai terminé avec ce truc-là. Donc ça, je reviendrai en détail dessus. On le fera en TD ensemble parce que ça sera beaucoup plus simple de le faire en TD parce que ça me permettra de faire des graphes au tableau et des trucs. Comment est-ce qu'on fait le lien maintenant entre ce qui se passe en thermodynamique et ce qui se passe dans la réalité? Parce que ça, c'est évidemment extrêmement important. La thermodynamique, elle vous donne juste un travail idéal, qui soit consommé si c'est une compression ou produit si c'est une détente. En pratique, vous n'allez pas mesurer la même chose. Sauf que, comment on fait le lien entre les deux? Eh bien, le lien, on le fait via un critère de performance qu'on appelle un rendement. Un rendement de compression ou un rendement de détente, qui va nous permettre de déterminer quel va être le vrai travail consommé ou le vrai travail produit. Et deux choses. La première chose, dans un compresseur qui reçoit du travail, le gaz va recevoir moins de travail que ce que vous allez fournir. D'accord? Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez votre gaz qui est comprimé. Donc la thermodynamique vous dit si vous voulez le comprimer, ça va coûter tant.
ok, pas de problème. Sauf que vous, vous êtes de l'autre côté et vous poussez sur le piston. Donc vous allez pousser sur le piston, donc vous allez fournir une certaine quantité d'énergie qui va mettre en mouvement le piston, qui va créer un peu de frottement, qui va créer telle ou telle dissipation dans les paliers. Donc vous allez payer un peu plus. Donc ce qui se passe, c'est que le travail effectif consommé, que vous l'exprimiez sous forme d'énergie, d'énergie spécifique ou de puissance, ça n'a pas d'importance, sera toujours inférieur au travail que vous avez calculé par la thermodynamique. Parce que vous payez, le système se sert et ce qui reste, c'est pour le gaz. La détente, c'est l'inverse. La détente, en fait, le travail effectif que vous allez produire, il va être inférieur à ce que vous avez calculé. Pourquoi? Parce que c'est le gaz qui pousse, il pousse le piston. Le système se sert, il se sert, il dissipe, et puis vous, vous récupérez le reste. Et du coup, le reste est forcément inférieur à ce que le gaz a fourni à la base. Et du coup, quand vous définissez le rendement, qui doit toujours être inférieur à 1 dans ce contexte-là, eh bien vous vous retrouvez avec un travail de détente effectif qui va être inférieur au travail de détente réel. Donc ça, c'est un piège. Faites bien gaffe, à partir du moment où on a des rendements de compression ou des rendements de détente, on ne va pas les exprimer de la même manière parce qu'on veut que ce coefficient de performance-là soit toujours inférieur à 1. Ce qui fait que quand on veut calculer ce rendement effectif, alors ce travail effectif de compression, moi je veux savoir combien ça va me coûter de comprimer mon gaz, parce que je veux anticiper sur ma facture EDF par exemple, eh bien je vais diviser le travail que j'ai calculé par la thermodynamique par ce rendement que je connais parce que le constructeur me le donne, parce que j'ai commencé à faire les mesures. C'est ce que vous allez faire, certains d'entre vous en TP, quand vous allez le premier TP, le TP de thermo appliqué sur le compresseur, eh bien, certains groupes vont travailler à l'évaluation de ce rendement-là. Donc là, vous allez vraiment vous rendre compte de la différence entre le calcul qu'on fait en thermo et ce qu'on mesure réellement sur la machine. Si c'est une détente, c'est l'inverse. Donc j'ai toujours besoin de ce rendement-là que j'ai calculé, que j'ai déterminé expérimentalement. La thermodynamique me donne ça. Ok, je multiplie l'un par l'autre, je sais ce que je vais réellement pouvoir produire. Et du coup, potentiellement ce que je vais pouvoir vendre. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça en une minute, deux, grand max? Le modèle du gaz parfait, il est pertinent pour quasiment toutes les applications pratiques. D'accord? Il ne change, il ne commence à devenir insuffisant que si vous avez des pressions importantes ou vous êtes à proximité de changement de phase. Donc c'est quand même sur des applications un peu spécifiques. L'énergie interne du gaz parfait, dont on a besoin pour arriver à calculer par exemple le travail de compression nécessaire, cette énergie interne-là, par définition, ne dépend que de la température. Donc ça, c'est vraiment la conséquence directe de l'hypothèse du gaz parfait. Attention tout de même, la proportionnalité est simple, elle est limitée à une gamme de température réduite. Ici, si vous voulez faire M fois CV fois le delta T, il faut le faire sur une gamme de température relativement réduite. Si vous le faites sur une gamme de température plus large, ne serait-ce que parce que en augmentant la température, vous allez augmenter les degrés de liberté, souvenez-vous, vibration, tout ça, eh bien vous risquez d'avoir une variation du CV qui fait que le calcul est un peu plus compliqué. C'est pas infaisable, mais c'est un poil plus complexe. Les modèles thermodynamiques qui concernent les compressions ou les détentes, ça n'a pas d'importance, c'est toujours idéal. Donc c'est basé sur un certain nombre d'hypothèses qui sont lourdes, mais qui, si on les abandonne, nous font tomber dans un véritable enfer de complexité. Pas seulement en termes de calcul, mais en termes de recherche d'informations. Retenez bien ça, ça c'est important, c'est indépendamment du cours de thermo. Les modèles compliqués, il faut les nourrir. Et même si vous avez toutes les compétences, toutes les capacités de calcul et que vous avez vraiment envie de faire le truc, parfois vous n'avez pas la moitié des paramètres qu'il vous faut pour caler votre modèle. Donc vous revenez sur un modèle plus simple parce que c'est celui que vous pouvez alimenter. Nous, ce qu'on va considérer, et ce qui est considéré dans la quasi-totalité des processus de compression industrielle, c'est des modèles polytropiques, parce qu'ils sont simples, ils sont basés juste sur un ratio constant entre la quantité de travail qui est injectée dans le gaz et la quantité de chaleur qui est rejetée. Même chose pour la détente, ça serait juste du travail produit et de la chaleur échangée, mais ça revient exactement au même. Et de ce modèle polytropique-là, on verra comment est-ce qu'on le recale expérimentalement lorsque vous ferez les TP. Vous pouvez tirer deux cas particuliers. Un cas dans lequel vous avez un échange de chaleur qui est égal à l'échange de travail, donc égal mais opposé. Donc vous avez une conservation de l'énergie interne et de la température. C'est la compression isotherme. C'est l'idéal, c'est celle qui consomme le moins. Sauf qu'il ne faut pas avoir besoin d'augmenter la température. Et puis l'autre cas particulier, c'est celui dans lequel vous considérez que vous n'avez pas d'échange de chaleur du tout. Et du coup, là, votre coefficient polytropique devient l'exposant isentropique et vous êtes sur une compression qui est isentropique. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Pourquoi isentropique? Le calcul n'est pas très compliqué. On peut très bien montrer que dans ces cas-là, cette compression, elle se traduit par une conservation de l'entropie du fluide. En fait, il faut juste calculer l'entropie du gaz et vous le faites au long de la transformation et vous apercevez que c'est une constante. Donc ça vient de là, cette expression-là. Ensuite, compression fermée, compression ouverte, c'est juste une histoire de je remplace l'énergie interne par l'enthalpie et le CV par le CP parce que j'ai les travaux de transvasement qui sont nécessaires pour que le gaz rentre et que le gaz sorte. Les travaux de compression, ils augmentent si votre constante spécifique massique augmente, si votre gaz est plus léger, parce que pour la même masse, vous aurez plus de molécules. Ils vont aussi augmenter si vous augmentez votre température initiale, parce que vous partez plus haut en température. Et puis, ils vont aussi, en énergie interne aussi, et du coup, ils vont aussi augmenter en fonction du rapport volumétrique, sachant que le rapport volumétrique, il est plutôt calculé pour un objectif particulier. Et puis, évidemment, ensuite, le lien entre les transformations idéales et réelles, c'est ce qui correspond au rendement. Merci à tous.